Bon, soyez les bienvenus dans cette reprise un petit peu des formations en ligne. On avait arrêté il y a quelques temps et je tiens à remercier Océane Vanek qui nous a rejoints comme bénévole dans le premier semestre. Et puis on a cherché ensemble à trouver une date pour faire cette formation, mais il y avait plein de choses et on n'a pas trouvé. On a réussi à la trouver quand même pour ce début du mois de septembre. Et l'objet de la formation, mais elle en parlera beaucoup mieux que moi, c'est gérer les bénévoles. Donc merci à vous d'être là. C'est enregistré. Avec Raymond, on la mettra dans quelques temps sur la chaîne YouTube de la FAFA. Et puis, c'est la première partie d'une formation sur gérer les bénévoles. Océane, je te laisse la parole. Eh ben, c'est parti. Alors, bonsoir à tous et merci effectivement d'être présents. Je vous remets en plein écran pour vous avoir quand même quand je vous parle. Donc, vous voyez, le programme de la formation est assez ambitieux, c'est rechercher, accueillir, puis pérenniser l'engagement des bénévoles. Parce que souvent, quand on parle de rechercher des bénévoles, et vous me le direz aussi, parce que ça va être un temps d'échange interactif, on a tendance à se focaliser sur l'urgence de trouver des bénévoles, puis c'est souvent un truc qu'on fait en plus de toutes nos autres tâches dans l'association. Et en fait, le souci, c'est qu'on est tellement faut y arriver, c'est la fin de la journée, focalisé à chercher des bénévoles, qu'on en oublie de réfléchir à l'étape d'avant, qui est de bien réfléchir à comment on fait pour les accueillir, ces bénévoles, dans de bonnes conditions. De bonnes conditions à la fois pour le bénévole, il faut quand même qu'il soit épanoui, qu'il soit content d'être là pour qu'il reste longtemps et qu'on s'acharne pas à chercher des personnes qui finissent par partir au bout de 2 semaines, mais en même temps, il faut que ce soit une bonne expérience dans l'association aussi pour vous qui allez trouver ces bénévoles, qui allez vous en occuper, mais aussi pour tout le reste de l'équipe. Et donc pour ça, il faut construire ensemble finalement tout le terreau dans lequel on va faire en sorte que le bénévole s'épanouisse. Donc pour ça, Peut-être dans le aussi, cadre, peut-être juste avant de commencer, peut-être te présenter. eh ben, c'est prévu dans le Alors, petit très bien. diapo. Alors Ok, j'en parle après, mais vas-y, juste alors le continue. contexte. Voilà, c'est pour pas vous faire peur avec ce titre-là. Donc c'est effectivement ambitieux, mais on va essayer de balayer un petit peu tout ça et surtout d'en discuter parce que bon, je vous en parlerai un peu durant la formation, mais vu que je suis maintenant officiellement bénévole à la FAFA, si vous avez des questions sur ces sujets-là ou si vous voulez approfondir, on peut peut-être prévoir d'autres temps d'échange pendant, par exemple, les mardis de la FAFA sur des trucs qui peut-être sont plus douloureux dans vos associations. Donc j'avance justement sur la présentation. Donc la présentation qui arrive en premier. Ensuite, on parlera d'un petit peu de vos idées reçues sur le bénévolat. Est-ce que chez vous, vous êtes plutôt du genre à vous dire que c'est génial le bénévolat, c'est votre métier préféré dans les associations? Ou alors au contraire, c'est vraiment le point douloureux, le truc qu'on repousse un peu parce que ça nous prend du temps, c'est pas forcément le truc qui nous fait plus. On parlera de définir les besoins, de communiquer et de réussir l'accueil. Tout un programme. Bon, comme Jean-Michel est très pressé que je me présente, je vais me présenter à quelques rappels. Quelques rappels, mais vous l'avez déjà fait, vous avez l'habitude, c'est couper les micros pour éviter les bruits parasites. N'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir si vous êtes timide, mais là on est entre nous, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a un truc qui vous chiffonne ou sur lequel vous avez envie de témoigner. Hop. Donc moi c'est Océane Wadek, je suis à la FAFA depuis effectivement quelques semaines, quelques mois maintenant, même si c'est la première fois que je fais une réelle mission. Je suis une serial bénévole. J'ai commencé très jeune. Je suis un peu tombée dans le chaudron, dans la soupe quand j'étais petite, parce que je vivais dans un quartier populaire où mon frère bénéficiait de l'accueil d'une association pour l'aide aux devoirs, il était en très grande difficulté scolaire. Et moi qui n'étais pas du tout en difficulté scolaire, j'allais l'accompagner dans cette association qui s'appelait l'Arche à l'époque à Narbonne. Et en fait, moi je m'ennuyais un peu. Et du coup, à force de m'ennuyer, j'ai fini par demander est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider. Et on savait pas trop quoi faire de moi. On m'a dit tiens, t'as qu'à nous aider à nettoyer le local quand on a fini. Puis après, petit à petit, je me suis mis à aider les autres représentants. Et en fait, j'ai commencé le bénévolat comme ça, en me disant tiens, en fait, c'est tout simple d'aider une association. Il y a un truc que je sais faire et l'association en a besoin. Et en fait, j'ai continué comme ça. Et finalement, j'ai découvert plein de choses dans le secteur associatif. J'ai fait un service civique en étant un peu plus âgé, du coup. Je suis devenue salariée dans une association. Je me suis investie dans des bureaux. Et du coup, je fais le tour comme ça des métiers possibles dans les associations. Toujours en me posant la question de comment on pourrait améliorer les choses. Comment moi je me sens en tant que bénévole, comment je me sens en tant que personne qui doit recruter d'autres bénévoles, et comment on peut trouver des solutions pour améliorer tout ça et faire en sorte que le bénévole se sente le mieux possible. Et pourquoi c'est important qu'il se sente le mieux possible? Déjà parce qu'on fait de l'associatif, c'est bien pour ça qu'on s'y investit, mais aussi parce que c'est quand même plus intéressant que le bénévole il reste longtemps dans l'association. Donc pérenniser cet engagement, parce que c'est bien pour tout le monde. Et donc là, en ce moment, depuis quelques années maintenant, je travaille chez Bénévolte, qui est une entreprise qui met en relation des bénévoles et des associations, mais aussi et surtout
qui accompagne des associations comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde, etc., en permettant de créer des plateformes de bénévolat. Donc, voilà, on travaille sur la numérisation de cette partie bénévolat. C'est mon métier d'accompagner les structures sur comment je peux me servir du numérique pour trouver des bénévoles et travailler sur la fidélisation de ces personnes dès le moment où je poste ma mission en ligne. Voilà pour la présentation. Vous m'étiez dit qu'on allait passer le tour de table, mais vu qu'on n'est pas très nombreux, peut-être Tu que peux vous faire pouvez le tour, fais le tour de table on quand fait le même. tour. Ouais, Ouais. Donc allez-y, n'hésitez pas. Bah, je commence par Ulf. ouais, ouais, Oui, donc c'est un prénom allemand qui se prononce Oui. Wolf pour Ulf, commencer. pardon. Voilà, le nom de famille, vous pouvez l'oublier. Et donc effectivement, je suis allemand, vis en France depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années. Et donc je suis le président de l'association de jumelage de la ville du Pec. Et notre ville jumelle s'appelle NF, qui se trouve à une trentaine, 35 kilomètres de l'ancienne capitale Bonn, ou à même distance à peu près de Cologne. Et nous Ok. sommes une association qui a fêté ses 25 ans l'année dernière. Donc, et je suis président depuis dans ma 13e année, c'est-à-dire que j'ai fait la présidence pour la moitié de la durée de vie de l'association. À qui vous donnez la parole, Ulf? Écoute, donc à Jean-Michel, puisque même si on le connaît qu'en tant que président, mais il a peut-être aussi d'autres qualités. donc, Jean-Michel Prats, moi, alors, je suis président du jumelage de Chêne-Eppenheim depuis 2009. Donc, c'est pas la moitié de l'association, parce que l'association a été créée en 92, mais ça fait déjà quelques années. Je suis aussi président de l'Union régionale d'Île-de-France, qui s'appelle la FAFA Île-de-France, et puis depuis octobre 2021, j'ai l'honneur de présider la FAFA. Et donc, dans ces trois associations, nous avons et j'ai des bénévoles qui nous accompagnent, avec la difficulté à la fois, comme le disait Océane, de trouver des nouveaux bénévoles, de les garder. Et si on partage, alors ça, c'est en local, c'est presque plus facile parce il y a une sorte de contact, on les voit, les gens, hein, on arrive à avoir le lien. Par rapport à la FAFA, belle expérience avec bénévoles, quand même, avec beaucoup de bénévoles qui nous accompagnent, un peu moins ces derniers temps, mais avec une plus forte difficulté parce que toute la relation se fait en distanciel. On a très très peu de bénévoles réellement que l'on voit, alors à part des bénévoles qu'on avait vus à Saint-Brieuc, mais pendant près d'un an, on avait bossé avec eux en distanciel. Donc c'est plus difficile au niveau national de garder des bénévoles que quand on est dans une association locale où en fait les bénévoles deviennent souvent des adhérents et ensuite ils participent aux activités, ils font des voyages, ils font des repas, ils assistent à des conférences, donc c'est un petit peu plus facile. Et là, on a des besoins bénévoles à la FAFA où on souhaiterait relancer tout ce qui est expérience de conférences. Voilà, des conférences pour les associations. Ça fait partie de nos projets post-congrès. Voilà. Et je vais passer la parole à mon ami Raymond. Voilà. On vous entend pas, Raymond? Vous avez le micro coupé, je pense. Excusez-moi, j'avais Ah, coupé le micro sur le casque. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, donc Raymond Mecouze, je suis donc président de AFAPORA, qui est l'Union régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis vice-président de la FAFA pour l'Europe depuis, ça fait 3-4 ans maintenant. Et je suis également vice-président du jumelage local, dont j'ai été président pendant 10 ans. Voilà. Alors, par rapport à bénévoles, en effet, on a affaire à des bénévoles. Alors, il y a un bénévolat qu'on utilise maintenant depuis 4 ans, qui est dans le sens de service civique. Nous oui. avons des jeunes en service civique VFA. C'est la 3e année pour la FAFA, c'est la 4e année pour AFAPORA. Ça a toujours été des expériences très, très enrichissantes, plus ou moins faciles, je crois qu'on peut le dire, hein. Mais bon, pour nous, la AFAPORA, ça s'est toujours bien passé. Voilà. Et puis, dans les besoins de bénévoles futurs, et en effet, les conférences, mais il y aurait aussi besoin pour les formations aussi. On aurait besoin d'avoir des bénévoles qui puissent nous aider pour donner des formations. Parce qu'actuellement, les formations que l'on donne reposent surtout sur Jean-Michel, un peu sur moi, mais il faut absolument qu'on arrive à former des formateurs. Et pour ça, on a besoin de gens qui soient compétents pour ça. Non pas que Jean-Michel n'est pas compétent, mais après, il est limité en temps. C'est plus des limites de temps que des limites de compétences. Voilà. Et ben, je vais donner la parole à mon vice-président Eric, qui est présent. Alors, bonsoir, donc Eric Chastan. Donc je suis vice-président à la FAP Aura et président du comité de jumelage d'Ars-sur-Formant. C'est un petit village d'à peu près 1500 habitants. Le curé d'Ars. J'allais y venir. Ouais. Il est peut-être plus réputé par son curé, le fameux curé d'Ars, qui est le patron de tous les curés de l'univers. Donc au niveau de notre jumelage, il a été créé en 1974, mais officialisé au niveau des serments en 1976. Personnellement, donc, je suis président depuis 2020. Donc, j'ai débuté plein pot avec le Covid, sans douter. On compte environ 50 adhérents à notre comité, avec une moyenne d'âge qui s'élève d'année en année. Aujourd'hui, on doit être à une moyenne à peu près de 60 ans au niveau de la moyenne d'âge. Voilà, on essaye de mettre des choses en place, mais on a des difficultés parce que de plus en plus, les personnes deviennent des consommateurs
d'associations. Et c'est plus difficile, notamment au niveau de recruter des plus jeunes, on va dire. Hein. Je ne dis même pas des jeunes de 18-20 ans, mais même dans la tranche d'âge d'entre 30 et 40 ans, ce n'est pas évident. Voilà, donc la formation, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être un moyen de voir s'il y a d'autres façons de procéder que ce que l'on fait, nous, actuellement. Voilà. Euh, et puis, il faut que je passe la parole, donc je vais la passer à Françoise. Bonsoir, Françoise Ruffin. Donc, je suis au comité de jumelage. J'ai une communauté de communes de Mornan, à l'ouest de Lyon. Donc, je suis trésorière. Je suis à la FAPORA avec Raymond et Eric. Donc, et j'ai intégré le comité de jumelage il y a 2 ans. Et on essaye de renouveler, parce que comme bien souvent les comités de jumelage, les personnes vieillissent, enfin, certaines partent. Après moi, sont arrivées de nouvelles personnes aussi. Donc, on essaye de les garder et on espère acquérir, entre guillemets, de nouvelles personnes. Et nous avons eu un week-end à l'Ascension avec des nouvelles personnes. Enfin, et il faudrait que maintenant on reprenne le contact avec ces nouveaux adhérents. Enfin, il y avait plusieurs jeunes, enfin, plusieurs enfants. Enfin, donc, trouver des idées, comment les attirer vers le comité de jumelage, par des actions. Tout mon intérêt pour cette formation, voir comment faire pour renouveler ça. Je passe la parole à Jean-Michel Catois. Oui, bonsoir, oui. Donc, je suis donc une association d'un comité de jumelage dans les Hauts-de-France, plus près de Lille, plus particulièrement à Houpline, près d'Armentières, dans le nord. Pourquoi je me suis intéressé? Parce que nous sommes confrontés, comment on appelle ça, au vieillissement des adhérents et d'arriver à motiver les jeunes. Ouais. Nous sommes essentiellement confrontés. Donc, l'association des Amis de Kerschuden, elle se situe entre Lennestadt et Cologne, Dortmund. Ça fait à peu près au moins depuis 25 ans. Ouais. Et je suis secrétaire de l'association. Il reste François qui va nous parler en chantant. En chanter, ça c'est sûr. Oui, effectivement, oui, je pourrais faire ça en chantant, mais je ne vais pas le faire en chantant, non. Non, il fait beau ici, à Toulouse, où je suis, et je ne vais pas risquer d'apporter la pluie. Effectivement, en chantant, parce que je ne fais pas partie de comité de jumelage. Nous, je représente, pas officiellement, mais enfin, j'ai des responsabilités au sein de la Fédération des chœurs franco-allemands, dont le siège est encore à Bonn. Plus pour longtemps, mais il est encore à Bonn. On n'a pas encore fait le transfert. Et cette fédération donc, est adhérente de la FAFA et de la VDFG aussi, du côté allemand, puisque c'est une fédération transnationale, comme disait Eric Kumervi. Donc il y a 17 chœurs qui sont à peu près répartis dans les 2 pays, en France et en Allemagne. Et ça fait quelques 800, presque 900 adhérents au total, choristes. Donc ça, c'est pas mal, ça représente... voilà. Et si je suis... donc moi, je suis évidemment chanteur choriste au chœur franco-allemand de Toulouse. Et bon, j'ai d'autres responsabilités. Je suis président de l'association Eurochorus, qui fait aussi partie de la fédération, qui organise des stages de chant. Et je suis vice-président d'Accord Joie International, donc une association qui regroupe des fédérations de différents pays francophones. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans cette formation, c'est justement, on s'aperçoit, comme ça a été dit déjà, on s'aperçoit que les bénévoles vieillissent. On a du mal à retrouver des bénévoles pour prendre des responsabilités au sein des associations. Je ne veux pas dire que les simples adhérents, enfin je parle chez nous, hein, au niveau des chœurs, sont de simples consommateurs. C'est pas tout à fait ça, parce que bon, parfois ils donnent un coup de main quand on les sollicite, mais c'est effectivement difficile de trouver des gens qui veulent bien prendre des responsabilités, prendre un poste dans le conseil d'administration ou même dans le bureau et voir la présidence des associations. Donc ça, voilà. Et donc cette formation m'intéresse à ce niveau-là, personnellement. Hein, voilà. Ok, super. Bon, j'espère répondre à vos questions. Je vais juste compléter ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Michel. Quand il a dit qu'on avait eu beaucoup de contacts en distanciel pendant la période Covid, je dirais qu'aujourd'hui, les contacts en distanciel sont un peu plus compliqués. Autant pendant la période de Covid, les contacts en distanciel étaient, je dirais, naturels. Maintenant, on sent quand même que, autant sur le plan technique, on sait beaucoup mieux faire, autant les gens ne privilégient plus, et c'est normal, le contact en distanciel. C'est une difficulté qu'on a actuellement par rapport aux bénévoles pour les fidéliser et autres. Et pour aller dans ce sens-là, on le voit bien, on a beaucoup moins de demandes qu'on en a eu à un moment. Et simplement sur certains métiers, comme des métiers de graphiste ou très techniques, où là, les gens sont plutôt habitués à bosser en distanciel. Mais quand on rentre dans le cadre de certains bénévoles, ils ne restent pas, en fait. Hein, on ne les voit pas. Il y a beaucoup moins de demandes. Je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les associations, mais pour nous, qui proposons que du distanciel, c'est un peu plus difficile en recrutement et donc pour permettre de conserver les gens. Voilà. Ouais. C'est effectivement, pour apporter une première réponse, c'est effectivement quelque chose qui est partagé par beaucoup d'associations.
Alors, ce qui est normal, hein, après les quelques années qu'on a vécues forcées à utiliser le distanciel pour faire du bénévolat, ça devient même dans le travail, enfin, vous devez le ressentir aussi, cet effet un peu horripilant d'utiliser la visio pour faire une réunion. Donc, je pense que c'est normal, ce moment peut-être un peu de flottement où les bénévoles se posent beaucoup de questions de comment je veux m'investir, est-ce que ça vaut le coup de m'investir à distance, qu'est-ce que je recherche. Je pense que ça pose beaucoup de questions aux bénévoles. C'est pas que le côté association où il y a des difficultés, où on peut ressentir ce qu'on appelle cette crise du bénévolat. Où, pour moi, mais là c'est très personnel comme vision, c'est pas tellement une crise du bénévolat, c'est une crise de comment on présente le bénévolat. Je pense qu'il y a un écart entre la façon dont les associations affichent la façon de faire du bénévolat et ce que les bénévoles vont rechercher, ou parfois pensent rechercher. Donc c'est là où il faut devenir fin stratège et essayer de comprendre avant même de les avoir rencontrés qui sont les bénévoles que vous recherchez et comment on s'adresse à eux. Et pour ça, il y a une notion très très importante qu'on va aborder, c'est la culture bénévole. La culture bénévole, c'est vraiment le pendant de la culture d'entreprise que vous connaissez tous, parce que maintenant c'est très bien ancré dans les esprits et dans la façon de faire. Maintenant, quand vous pensez recrutement professionnel, vous pensez culture d'entreprise. Et vous avez certainement dans vos entreprises à vous une culture d'entreprise où on est capable de savoir derrière tel nom d'entreprise, j'attache telle ou telle valeur. Et en fait, c'est pas un automatisme qu'on a encore dans le secteur des associations où cette culture bénévole est encore quelque chose de très, très flou, très inconsciente, partagée collectivement mais jamais verbalisée. Et du coup, je pense qu'il est là l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à verbaliser cette culture bénévole, à faire en sorte que tout le monde dans l'association soit aligné pour que quand on va parler aller vers l'extérieur, parler du bénévolat chez nous, on puisse finalement arriver à mettre des mots, arriver à présenter l'association et à y mettre de belles valeurs, mais aussi le rêve commun qu'il y a finalement dans votre association et qui est souvent peu exprimé et qui pourtant fait que les bénévoles viennent chez vous et y restent. Alors, je vois le chat qui clignote, je vais essayer de le mettre à côté pour pouvoir le voir. Alors, volontaire associatif, c'est vrai que les dénominations peuvent être assez. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup, j'en parlerai pendant la petite formation, mais il y a beaucoup aujourd'hui de nouvelles formes de volontariat, justement. Alors, je pense qu'il faut garder ce mot bénévole parce qu'il met finalement tout le monde d'accord. Alors que derrière volontaire, aujourd'hui, vous avez le service civique, vous avez le volontariat international. Et je pense qu'il y a cette notion pas rémunération, parce qu'il n'y a pas une rémunération au service civique, mais il y a cette notion de contrepartie qui, dans le bénévolat, peut-être n'existe pas ou existe moins que ce mot volontariat qui, je pense, est porteur d'encore un autre sens. Alors, je voudrais commencer ce temps d'échange par des idées reçues. Je repartage mon écran que vous avez arrêté de partager. Donc, les idées reçues, c'est vraiment un truc que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit moment maintenant que je fais du bénévolat, je suis passée par des tas d'associations différentes, des grosses, des petites, des moyennes, au bureau, en tant que bénévole ponctuel. Et j'entends souvent des choses qui me taquinent un peu. Alors, du coup, remettons les pendules à l'heure et puis je veux voir surtout, vous, à la FAFA, comment vous voyez les choses. Alors, j'entends souvent, les seniors s'engagent davantage dans les associations. Et souvent, on me regarde d'un œil accusateur en me le disant. Qu'en pensez-vous? Alors là, je vous propose qu'on fasse un petit jeu d'échelle. Donc, vous mettez votre main comme ça, et en bas de la caméra, je ne pense pas du tout. En haut de la caméra, je pense beaucoup. Au milieu, bon, je pense un petit peu, mais bon, voilà. Je ne vais pas heurter Océane. Moi, je ne dis pas parce que je connais la réponse. Plutôt du milieu? Oh, c'est plutôt en bas? Ah, plutôt en haut quand même. Donc, chez Jean-Michel, on est en bas. Donc, les jeunes s'engageraient davantage que nos aînés. Chez Raymond, on est plutôt au milieu. Un peu tout le monde s'engage. Ouais. Ouais. Moi, on est plutôt au milieu, hein. Océane, je suis plutôt au milieu, mais. Plutôt milieu. Moi, Ok. c'est milieu haut. C'est très allemand, ça d'être au milieu. Bon. Alors, qu'est-ce que nous disent les chiffres? Ouf, au milieu aussi. Milieu haut. Oui, enfin bon, j'ai quand même remarqué qu'il y a un trou entre 25 et 50 ans, c'est ça. 60 ans Oui, chez nous. effectivement. Et je ne sais pas C'est si ça. c'est particulier à la région parisienne parce que les gens qui font les transports tous les jours ne sont pas disponibles en début de soirée. Voilà. Ouais, Non, alors c'est également vrai, en province. La difficulté qu'on a, mais quelqu'un l'a exprimé tout à l'heure, c'est d'attirer la génération 40-50 ans, hein. On arrive à les retrouver au-delà de 50 ans, et on les perd quand ils arrivent à 25-30 ans, et on les retrouve éventuellement vers 50 ans. Effectivement, ouais. C'est vraiment la catégorie d'âge, enfin, ces actifs, finalement, comme on les appelle, qui s'engagent le moins. Alors souvent, ce qui est cité, c'est le manque de temps, mais aussi la volonté de passer plus de temps avec ses proches. Donc, vous voyez, il y a vraiment On- cette idée-là de qu'est-ce qu'on m'enlève quand je vais m'engager dans une association. Donc, c'est assez intéressant. Mais est-ce que... on- oui, allez-y. Excusez-moi, on accueille Dominique. Bonjour Dominique. Oh, bonjour, je n'avais pas vu, dis donc. On vous entend pas de minutes encore. Le micro est coupé. Elle est sur un téléphone mobile, je pense. Ouais. Ouais. Oui. Pendant que Dominique est en train de se connecter, le constat qu'on a eu, et c'était vrai pendant la Covid, mais je pense qu'on le revivra à d'autres moments, c'est que la jeune génération qu'ils engagent sont souvent des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui finalement vont, et c'était le cas par exemple pour la FAFA, on a eu ça au moment du congrès de Saint-Brieuc. On a eu des gens plutôt brillants, souvent des gens qui étaient Bac+5, qui étaient multilingues, qui avaient un CV très très intéressant, mais qui avaient un souci, c'est qu'il leur manquait une expérience réelle professionnelle. Ils ont profité du congrès de Saint-Brieuc pour acquérir, au travers de leur aide, d'autres compétences. Et pour avoir échangé avec deux ou trois de ces bénévoles, leur expérience FAFA a été un plus pour eux. C'est-à-dire que on avait une de nos bénévoles qui s'appelait Stéphanie. Elle a postulé à l'université de Strasbourg.
Alors, elle avait toutes les capacités académiques, hein, elle avait les diplômes qu'elle est bien, mais en fait, ce qui a intéressé le recruteur, c'était son expérience de bénévole à la FAFA, qui était le côté différenciant des autres candidats. Ah, ça y est. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Qui était donc, Bonsoir Pascal, du coup. Bonsoir. Et donc, ça, c'était le côté différenciant pour elle, et c'était vrai aussi pour Anna, qui maintenant travaille au château de Versailles, dans l'événementiel, et qui, elle aussi, même remarque, a été recrutée parce qu'elle nous avait accompagnés sur la mise en place de toute la logistique du congrès de Saint-Brieuc. Mais, Et idem pour Virginie aussi. et idem pour Virginie. Voilà. Donc, en fait, c'est plutôt des. Quand on a des jeunes, alors jeunes, tout ça, c'est évidemment relatif, hein, mais des gens qui ont entre 30 et 40 ans, c'est parce qu'ils sont dans cette situation où ils ont eu un premier emploi, ils ont perdu ce premier emploi, ils veulent rebondir, mais on sent dans leur CV qu'il manque quelque chose. Et le bénévolat va permettre d'apporter des choses en plus dans leur CV. Oui, complètement. Et c'est là où il faut travailler sur la fidélisation, parce qu'une fois que ces personnes ont retrouvé un emploi, c'est comment on peut encore les solliciter, parce qu'on a déjà passé du temps à les former, à les accueillir, à les suivre. Du coup, en fait, ça vaut le coup qu'ils puissent rester finalement dans cette position où ils peuvent toujours se dire bénévoles à la FAFA ou dans telle et telle association et pouvoir les ressolliciter. Et pour ça, il faut vraiment travailler une stratégie de fidélisation de ces bénévoles. Donc, on va aborder plusieurs pistes pendant ce temps d'échange, mais c'est vrai que chez les jeunes, on a plutôt des motivations autour de gagner en compétences, gagner en confiance en moi, m'épanouir, découvrir des choses. Donc, c'est assez intéressant. Là où chez les plus âgés, on a souvent cette idée de me rendre utile, rendre ce qu'on m'a donné, ou encore transmettre. Donc, c'est assez intéressant d'aller chercher en fonction des motivations de chacun, d'en faire des leviers pour soit attirer des nouveaux bénévoles, soit faire en sorte qu'ils restent, et qu'ils restent de manière épanouie. On n'a pas envie d'avoir des bénévoles qui restent parce qu'ils se sentent coupables de partir. On a plutôt envie d'avoir des bénévoles qui restent parce qu'ils adorent ce qu'ils font dans l'association et qui sont toujours finalement alignés avec l'idée qu'ils avaient de l'association au départ et ce qu'ils font au quotidien, sinon au quotidien, à chaque fois qu'ils font une nouvelle mission dans l'association. Donc, ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, en fait, vous avez un très grand nombre de jeunes bénévoles qui veulent s'engager, mais qui ne trouvent pas forcément de place pour le faire. Donc là, j'ai mis toutes les. Ça, c'est vous savez, les observatoires de France Bénévolat, mais aussi Recherche et Solidarité, qui sortent régulièrement et qui permettent de voir ces chiffres là, qui évoluent sur les années. Et donc, vous voyez, là, ça intègre l'engagement associatif, donc dans une association, mais aussi le bénévolat direct, ou encore dans d'autres organisations que les associations. Donc, on voit que c'est le chiffre est assez important. Vous avez beaucoup de jeunes gens qui veulent s'engager et de moins en moins de personnes de 60 et plus. Donc, ça s'explique par tout un tas de choses. Mais je pense qu'en tout cas, que cette idée reçue que les jeunes ne veulent pas s'engager dessert beaucoup les associations. Parce que quand vous êtes jeune, motivé, que vous avez envie d'arriver dans une association, bien souvent, vous vous retrouvez face à des murs. Donc, vous prenez des murs en vous disant, en fait, personne ne veut de nous, donc on va arrêter de chercher. Et donc, il faut arriver à dépasser ces idées reçues, notamment sur l'âge, parce que je pense que ça ferme beaucoup d'opportunités aux associations. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est qu'en fait, on leur laisse pas la place, quoi. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions que j'ai avec les jeunes bénévoles, et notamment les actifs. Les actifs, là je vous le dis de manière très empirique, ça vient de discussions, mais quand on est actif, je pense que une des motivations, un des moteurs à l'engagement, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin de transmettre. On est actif, on est souvent en début de carrière ou en reconversion parce qu'on est en plein dans notre activité professionnelle, et en fait on a envie de faire tout ce qu'on peut pas faire dans le milieu professionnel. On se dit tiens, je vais aller dans une association, je vais aller y trouver finalement la place que j'arrive pas à me créer dans ma boîte, ou parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur, parce que c'est une trop grande boîte pour moi, parce que je suis pas tout à fait alignée, et du coup je vais dans une association un peu pour trouver cette place-là. Et finalement, vous vous retrouvez face à des personnes qui soit vous font pas confiance, soit vous avez ce groupe de personnes qui se connaissent, j'entendais tout à l'heure, depuis des décennies, vous êtes dans l'association, vous vous connaissez tous, vous êtes tous amis. Arrivez dans une association, vous en tant que jeune qui n'avez peut-être pas trop confiance en vous et en vos connaissances, vos capacités, bah, ça peut mettre des barrières. Alors des barrières qui sont réelles, ou parfois imaginées. Et donc c'est vous, votre travail, c'est de vraiment défaire ces barrières, de les comprendre, de les détricoter, et surtout ne pas vous mettre de barrières en vous disant de toute façon les jeunes ne vont pas s'engager, ou de toute façon les jeunes, ils ne veulent pas s'engager de manière long terme. En fait, il ne faut certainement pas avoir d'idées reçues, il faut bien discuter avec les personnes qui viennent de savoir qu'est-ce que vraiment ils viennent chercher. Voilà. Ça, c'est vraiment des observations très personnelles, mais qui, je pense, se ressentent, vous les avez certainement vous-même ressenties dans vos différents parcours de bénévoles et d'acteurs associatifs. Bon, la priorité des bénévoles, c'est de se sentir utile. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, complètement. Ouais. Complètement, la main très haut, du coup. Hors du cadre. Oui. Complètement. Ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le besoin d'être reconnu. On ne peut être reconnu si on se sent utile déjà. Donc, exactement. Alors, pour les petits chiffres, ça reste effectivement la principale motivation des bénévoles. Quand on leur pose des questions, pourquoi vous vous engagez? 86% d'entre eux, donc c'est assez énorme, disent qu'ils veulent se sentir utiles. Mais ce qu'on voit et ce qui se développe pas mal dans les dernières années, c'est qu'on vient citer de plus en plus de nouvelles choses, et notamment des choses très intrinsèques, des choses tournées vers soi. Le se sentir utile, c'est vraiment tourner vers la communauté, j'ai envie d'aider les autres, mais vous avez aussi de plus en plus de bénévoles qui disent « moi j'ai envie de défendre une cause. J'ai envie de m'investir à la FAFA parce que l'amitié franco-allemande, ça me parle, parce que j'adore la langue allemande. » Voilà, je ne sais pas quelle autre motivation on peut trouver dans votre cause à vous, mais vous voyez, c'est vraiment cette idée de il y a un truc qui m'intéresse et j'ai envie de m'investir pour ce truc-là.
Il y a un truc qui est viscéral, un truc qui s'attache à l'émotionnel, un truc que j'ai envie de développer. Et vous avez bien sûr l'épanouissement personnel. Vous voyez, les bénévoles maintenant, surtout les nouvelles générations, c'est l'idée de, voilà, je m'investis, je rationalise ce pourquoi je vais passer du temps, ce pourquoi bah, finalement je renonce à du temps avec ma famille ou avec mes amis pour venir en réunion à la FAFA. Bah, pourquoi? Parce que ça fait plaisir. Je suis contente d'être là, je transmets, ça me fait plaisir, je vais pouvoir être fière après de dire bah, j'ai fait telle mission pour une association que j'aime bien. Et donc ça, vous avez presque un bénévole sur deux qui parle de l'épanouissement personnel. Donc c'est hyper intéressant comme chiffre. Ensuite, vous avez le besoin d'appartenance. Je ne vous ai pas remis la pyramide de Maslow, mais vraiment le besoin d'appartenance, ça fait partie des besoins presque essentiels qu'on a. C'est de pouvoir appartenir à une équipe. C'est de pouvoir, la prochaine fois que je vais boire un verre avec mes copains, dire bah vous savez quoi, je suis bénévole à la FAFA, franchement allez voir le site, on a refait le logo il n'y a pas très longtemps, génial cette association, il n'y a que des gens sympas. C'est vraiment cette fierté de dire j'appartiens à un collectif où je me plais. Et donc ça c'est très puissant et je pense que c'est un levier qui n'est pas du tout assez utilisé par les associations, de pouvoir dire et de pouvoir faire sentir au bénévole qu'il appartient à une équipe. Ne serait-ce que le bénévole que vous voyez qu'une fois par an à la buvette ou pour emballer des papiers cadeaux, c'est que ce bénévole, il n'est pas honte ou il se pose pas la question de dire bah, je suis bénévole dans cette association. Donc, c'est trouver des petits moyens comme ça, de lui rappeler de temps en temps qu'il fait bien partie de la FAFA, qu'on est super content qu'il fasse partie de l'équipe. Et 23%, et donc ça, c'est un des chiffres qui monte le plus sur les dernières années, c'est acquérir des compétences. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, c'est un truc auquel on ne pense pas, mais que les bénévoles viennent chercher, et ce, à tout âge. C'est pas forcément les jeunes qui sont en recherche d'un premier emploi, c'est vraiment à tout âge, quelqu'un qui arrive à la retraite. Je donne souvent cette anecdote parce que ça me fait rire, mais j'ai échangé une fois avec une personne qui venait d'arriver à la retraite, qui m'explique sa vie professionnelle dans un grand groupe où il était financier, et du coup, je lui ai dit, bah, ça tombe super bien, je connais plein d'associations où on a besoin de trésoriers et de comptables. Alors il dit, oulala, ah non, pas du tout pour moi, ce que je vais faire, c'est de l'astronomie avec les enfants. Très bien, monsieur. Et voilà, du coup, il voulait vraiment apprendre à découvrir un public qu'il ne connaissait pas du tout, sur une thématique qu'il ne connaissait pas du tout. Et il s'est dit, mais le meilleur moyen pour le faire, bah, c'est d'aller dans une association. Et ça, pareil, je pense qu'en tant qu'association, on ne met pas assez en avant. Quand vous venez dans notre association, vous allez rencontrer des personnes qui ont eu des vies professionnelles riches et qui sont super contentes de pouvoir transmettre des compétences, vous permettre d'acquérir des compétences. Et ça, c'est assez intéressant. Il faut se dire qu'est-ce que nous, on a dans notre association, que ce bénévole qui a envie de développer cette compétence en particulier, il ne trouvera pas ailleurs. Et donc ça, c'est l'association elle-même, mais c'est aussi les personnes qui composent l'association qui vont permettre aux gens d'acquérir ou de développer des compétences. Ça, c'est très riche, en fait, et on oublie souvent de mettre en avant les gens dans l'équipe, surtout les personnes qui sont dans l'association depuis très très longtemps et qui ont un bagage de compétences qui est énorme, et qui, pour quelqu'un qui arrive en cherchant à apprendre des choses, bah, finalement, c'est les gens à l'intérieur de l'association qui vont lui apprendre toutes ces choses-là. Donc, il ne faut pas les laisser de côté. Et en plus, ça valorise vos bénévoles qui sont déjà dans l'association. Donc, c'est d'une pierre deux coups. La difficulté, c'est après du partage de la compétence. Oui. La difficulté, c'est, pour l'avoir vu aussi dans certaines associations, je ne sais pas si on parlera de génération, mais moi j'ai déjà vu des présidents plutôt génération baby-boomer qui, quand on parle de projet, commencent par dire moi je sais, toi tu sais pas. Et je me suis déjà entendu dire à quelqu'un, t'es sympa, mais ça fait 30 ans que je fais du projet. Donc c'était très drôle, voilà. Ça fait 30 ans que je fais du projet, et puis elle va m'expliquer comment on gère un projet. Voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais donc le partage de la compétence, c'est complexe, et en fonction des générations, il n'est pas, on ne gère pas les générations pareilles. Pour aussi avoir des collaboratrices et de la génération Y et de la génération Z, on ne les gère pas pareil que de la génération X. Hein. Voilà, Oui, avec une autre. Ah, t'as enlevé le son, Raymond. Remets le son. Pardon. Avec un autre risque, c'est tout à l'heure, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui était dans les finances. Bon, il voulait aller dans l'astronomie, mais est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé trésorier dans son association? On me dit souvent la même chose, c'est très drôle. Et non, je l'ai vu il y a quelques mois maintenant, et il est très content. Il a réussi à développer dans son association tout un plan. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on risque d'enfermer la personne dans ses compétences qu'il a déjà, au risque de l'empêcher d'acquérir des compétences autres parce qu'on va l'enfermer dans une fonction. Exactement. Et c'est là où c'est important, et je pense que là encore, c'est pas assez fait dans les associations, parce que où là, on a surtout peur de ressembler à la vie professionnelle, mais en fait, je pense qu'il faut le faire, c'est ce petit temps de bilan de compétences. Ben voilà, tu arrives dans l'association avec ces compétences-là. Chez nous, on a plutôt ça. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que tu voudrais développer? Et en fait, de manière régulière, je vais faire un petit point en reprenant cette grille et en se disant, bah voilà, tu me disais il y a 6 mois que tu étais super intéressé de créer un projet pour l'association. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et en fait, c'est d'arriver à s'évaluer, parce qu'en plus, ça permet au bénévole de parler de lui. En fait, c'est assez rare dans sa vie courante, finalement, d'avoir excusez-moi l'anglicisme, mais un feedback sur ce qu'on est et ce qu'on sait faire. Et en fait, je trouve que le secteur associatif, il a ça finalement, on ne peut pas se tromper. On peut essayer plein de choses. Tant qu'on est volontaire, finalement, je trouve que c'est un des feedbacks à donner aux bénévoles
bah voilà, tu as réussi à créer un projet, tu as pour moi développé cette compétence, on a utilisé chez toi cette compétence qui a servi au service civique, et puis moi j'ai appris ça grâce à toi. Et je trouve que c'est des moments précieux finalement, parce que ça va aller servir le besoin de reconnaissance de la personne. Si on a envie de transmettre des choses ou d'apprendre des choses, l'épanouissement personnel. Et en fait, juste ce petit temps d'échange, d'évaluation de ce qu'on a fait, est-ce qu'on est toujours aligné avec ce qu'on s'attendait à faire dans l'association et ce que j'y fais vraiment, bah, finalement, c'est là où vous allez vous aussi pouvoir voir si le bénévole s'y retrouve toujours et comment on peut rectifier le tir si jamais c'est parti en cacahuète. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, Océane, mais ça me rappelle un peu notre premier entretien, Ouais. quelque part. Parce que notre premier entretien, pour le partager aux gens qui sont là, Océane, elle n'est pas venue à la FAFA pour faire ce qu'elle est en train de faire. Sauf si je me trompe. Et la première chose que moi, j'ai eue avec Océane, c'est un vrai échange, mais parce que c'est un peu c'est quelque chose que j'aime bien aussi en tant que manager aussi. Je veux pas. Il y a aussi des réflexes de manager de mon quotidien. Et moi, mon objectif, c'était de dire Océane, mais en gros, qu'est-ce qui t'intéresse, en quoi tu veux aller, quelle création de valeur tu vas apporter à notre fédération, et qu'est-ce qu'on va pouvoir te proposer par rapport à tes envies. Et on a eu beaucoup de bénévoles où l'idée, et les gens ils disaient, moi, j'ai envie de faire A, et en final, ils faisaient C. Voilà. Mais je ne suis pas sûr, maintenant, je parle sous couvert de mes camarades, que tous les présidents de fédérations ou d'associations euh, ont le recul pour pouvoir rentrer dans une sorte de dialogue et de prépositionnement où tu repères les compétences. Et surtout, tu te dis, mais par rapport à cette compétence, on va essayer de t'amener à grandir ou à t'amener à acquérir des nouvelles compétences. Ou j'aime bien la notion d'épanouissement personnel. Hein. Alors, c'est vrai que les causes défendues, on se rend compte que, en final, les gens, ils viennent, enfin, dans nos associations, ils viennent rarement pour la cause défendue. Pas que pour ça. Mais ils viennent surtout pour être utiles. Ça, c'est une certitude. L'épanouissement personnel, on le constate. Appartenir à une équipe, certainement. Acquérir des compétences, oui. Dans une fédération qui défend le franco-allemand, même au service de l'Europe, la cause défendue, alors je ne veux pas froisser personne, hein, Raymond, mais la cause défendue, ce n'est pas la chose principale. Il y a plein d'autres critères qui rentrent. Alors, la cause défendue, le franco-allemand n'est souvent pas la cause première. Par contre, à partir du moment où il rentre dans le circuit, qu'il s'intéresse, etc., ça devient la cause défendue. Mais ça ne l'est pas à l'origine. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire, c'est les gens, ils ne rentrent pas dans nos associations, alors sauf toute bonne exception qui confirme toute règle. Hein, Raymond comme moi, et puis tous les gens qui sont là, on peut sortir des gens qui sont vraiment rentrés pour la cause, principalement pour la cause, uniquement pour la cause. Mais ils ne sont quand même pas nombreux. On est plutôt dans l'envie d'être utile ou d'accompagner un projet ou d'accompagner une dynamique. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a tout un ensemble de valeurs, c'est peut-être pas la cause telle qu'on l'entend quand on parle d'humanitaire ou d'environnement, mais je pense qu'il y a tout un ensemble de valeurs et qu'on va quand même pas vers la FAFA par hasard. Voilà, je pense qu'il y a plein de... Et ça peut être intéressant justement dans ce moment d'échange. En fait, pour moi, la clé dans la relation que vous allez avoir avec les bénévoles, c'est verbaliser. Oula, je vais y arriver. Donc, verbaliser, conscientiser. En fait, du côté de l'association comme du côté du bénévole, en fait, parfois on oublie cette étape de verbaliser pourquoi je suis là. Et c'est pas un truc facile à faire. De se poser là et de se dire bah, pourquoi, alors qu'au forum des associations, j'ai vu une centaine d'associations, c'est le stand de l'association de jumelage de ma ville qui m'a attiré plus qu'un autre. Et en fait, c'est assez intéressant d'arriver à amener le bénévole à verbaliser ça parce que ça va être un peu le cœur de son investissement dans l'association. Ensuite, autour de ça, il va y avoir toute la question de comment je m'épanouis, qui est-ce qu'il y a dans l'association qui fait que je me sens appartenir à un groupe, etc. etc. Mais je pense qu'un des sujets qui est oublié et qui devrait être au cœur de cette culture bénévole, c'est d'arriver à faire verbaliser le bénévole sur pourquoi vous avez toqué à cette porte-là et pas une autre. Alors, je voudrais juste parler de l'expérience que nous avons faite lors des forums des associations chez nous. Alors, au cours des 10 dernières années, jusqu'à cette année, j'étais malheureusement contraint de dire que ça nous a permis d'attirer peut-être 2 adhérents. Bon, cette année, apparemment, on a eu de la chance, donc, puisqu'il y a il y a 3-4 nouveaux adhérents qui sont venus grâce à cet événement. On a pendant longtemps partagé un stand avec l'association de jumelage avec une ville britannique anglaise. Et les gens venaient surtout sur le stand pour savoir comment ils pouvaient participer à des cours d'anglais. Et il est vrai qu'il y a aussi, pour ceux qui s'intéressent plus allemand, des gens qui viennent demander s'il y a des formations de langue, s'il y en a des cours. Alors, nous avons un Stammtisch qui est un cours, une rencontre pour échanger sur des thèmes franco-allemands en allemand et en français, donc de préférence avec une compréhension même pour ceux qui parlent moins l'allemand. Et d'autre part, nous avons une initiation à l'allemand et donc qui permet d'accueillir 10-12 personnes et qui est complet en permanence. Maintenant, il y aura bientôt un changement de génération là, parce que les animateurs, tous les deux, du Stammtisch et aussi de l'initiation à l'allemand, donc je crois, 82 et 86 ans respectivement. Donc, on a un problème de relais. Moi, en tant que président, je peux assurer certaines animations du Stammtisch, mais je ne peux pas en plus prendre
l'initiation à l'allemand en plus. Donc, quelles sont les solutions pour ça? L'allemand est d'autre part ressenti comme une certaine barrière, un obstacle pour venir chez nous. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne parlent pas l'allemand et on essaie de les rassurer là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont mal à l'aise avec l'allemand par rapport à l'anglais, par rapport à l'espagnol, par exemple. Ouais, complètement. Je pense que c'est le système scolaire qui veut ça. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, c'est vrai que l'allemand était souvent présenté comme plus élitiste que l'espagnol. Donc, je pense qu'il y a plein d'idées reçues par rapport à ça. Ceux qui connaissent pas la langue s'imaginent que c'est vraiment des très très longs mots, très très compliqués à apprendre, que c'est des tournures de phrases compliquées, qu'il y a le féminin, le masculin et le neutre, et que ça va être tout de suite affreux à faire. Et en fait, quand on a fait de l'allemand, on sait que c'est pas si compliqué que ça, que c'est une très belle langue. Donc, je pense qu'il faut arriver à aller chercher des personnes et déconstruire les barrières. Je pense qu'il y a une force aussi à la FAFA quand on regarde ses motivations, c'est le fait d'appartenir à une équipe. Au-delà de l'équipe, je pense qu'il y a quelque chose dans les langues qui est forcément très ancré à une culture. Et en fait, quelqu'un qui est de culture allemande, ou qui a envie de découvrir cette culture, mais au-delà de seulement l'allemand, c'est l'Europe de manière générale, je pense que d'aller vers des associations de la FAFA et les associations franco-allemandes, en fait, c'est ça qu'il faut aller titiller chez les bénévoles. C'est cette appartenance à toute une culture. La culture allemande, la culture franco-allemande, la culture européenne. Et je pense qu'il faut encore une fois, éviter de se dire, oh là là, les bénévoles, ils ont peur de nous. Parce que si on se dit ça, en fait, finalement, c'est ça qui va créer des barrières. C'est aller chercher ces peurs-là et essayer, encore une fois, les détricoter comme on le fait pour les bénévoles. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que tout le travail est dans le fait de ne pas prêter aux personnes de l'extérieur des peurs ou des freins. Et en fait, à partir de là, travailler sur comment je peux rassurer les personnes, faire qu'elles se sentent légitimes aussi. Parce que c'est un des freins très très importants dans des associations que, je vais dire ça comme ça, mais qui peuvent paraître techniques, parce qu'il y a une langue différente, parce qu'il faut une compétence spéciale. C'est faire en sorte que le futur bénévole ou le futur bénéficiaire, il se sente tout de suite légitime à rentrer dans l'association. Avant même qu'il se pose la question. Parce qu'en fait, le bénévole, entre le moment où il voit votre stand, en voyant un drapeau allemand, en se disant, ah, c'est cool, j'ai toujours rêvé de faire de l'allemand, et le moment où il va arriver et les 30 pas qu'il a pour faire, en fait, pendant ces 30 pas, il va s'imaginer toutes les barrières possibles et imaginables. C'est comment, en fait, je fais pour le rassurer avant même qu'il se pose trop de questions. Donc, c'est vraiment l'enjeu, et notamment chez les bénévoles, de faire en sorte qu'ils se sentent légitimes à rentrer dans l'association. Vous voyez, moi, ce que je disais à Jean-Michel la première fois qu'on s'est rencontrés, bon, j'ai fait 9 ans en allemand. Aujourd'hui, je pense que je suis même pas capable de dire comment je m'appelle en allemand. Et du coup, est-ce que je suis légitime de rejoindre la Fédération des associations franco-allemandes? Et en fait, tout de suite, je me suis dit, bon, bah, je me lance, mais je pense que de toute façon, ils vont me dire non. Et donc, vous avez 9 bénévoles sur 10 qui vont se dire, bon, j'envoie même pas mon message parce que de toute façon, ils vont me dire non. Donc, je pense que c'est un enjeu très, très important chez vous de rassurer, donner envie aussi. Voilà, d'aller chercher les mots-clés, parce que toutes les valeurs qu'il y a autour de cette culture allemande, c'est comment on arrive encore une fois à les verbaliser, à les retranscrire dans des mots-clés qui vont faire que quand je vais en parler à l'extérieur, bah, ça va parler aux gens, ça va aller chercher cette fameuse corde sensible qui fait que je vais me sentir appartenir à la culture franco-allemande parce que je suis investi dans une association de culture franco-allemande. Alors moi, j'en reviens un peu dans ton sens, Océane, mais c'est vrai que moi, je l'ai marqué dans mon jumelage de façon paradoxale, où on a marqué en grand, il n'est pas nécessaire de parler allemand pour rejoindre l'association. Alors c'est le truc paradoxal, mais... Ouais, non, on l'a marqué au forum des associations aussi. Oui, voilà, parce qu'en fait, à chaque fois, on avait des gens qui disaient, je viens pas, je parle pas allemand. Et la vraie réponse, c'est de dire, mais ici, on parle français, et évidemment, on parle aussi allemand, comme disait Wolf, quand on fait un Stammtisch ou quand on fait des conversations d'anglais, on peut parler d'autres langues, mais la difficulté, c'est d'entraîner les gens dans des projets, en fait. Les associations, leur survie, c'est des projets. Avec des jeunes, alors dans les projets de la FAFA, un projet que connaît bien Raymond, c'est la fameuse exposition du traité d'Élysée au traité d'Aix-la-Chapelle, où à chaque fois, c'est une exposition en 15 panneaux, et à chaque fois qu'elle est présentée, on voit dans les yeux des interlocuteurs plein d'admiration et plein de reconnaissance d'avoir monté cette exposition. Arrête, tu vas me faire gonfler les chevilles. C'est pour ça que tu changeras de chaussures. Mais vraiment, c'est ça qui est sympa. On est en train de faire un jeu franco-allemand aujourd'hui, la FAFA. Peut-être qu'on ne communique pas assez. On est en train de faire un jeu franco-allemand, on est en train de lancer une dynamique autour des pôles franco-allemands. Donc, c'est pour la préservation de la langue allemande. On est un peu tous en train de ramer à chercher de l'argent pour notre congrès. Et peut-être qu'on ne communique pas assez sur nos besoins et nos envies. En fait, on reste entre nous. En fait. Ouais, je pense qu'il y a cette. C'est un peu un cercle vicieux où finalement il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui ont peur parce qu'ils ne sont pas légitimes ou parce qu'ils ont plein d'idées reçues sur l'allemand et qui du coup ne vont pas oser venir vers vous. Du coup, vous vous dites, bon, bah, de toute façon, il n'y a personne. On est très bien entre nous finalement, on a des gens sympas, des gens compétents. Pourquoi on passe du temps à aller essayer de chercher vers l'extérieur et du coup, vous avez moins de visibilité, ce qui fait que des personnes qui se disent, bon, je me sens pas très légitime, en même temps, j'ai bien envie parce que cette association, bah, elle est proche de chez moi, elle fait des projets sympas, je les ai croisés au forum des assos. Mais en même temps, vu qu'il n'y a rien placardé sur leur porte qui dit venez entrer, bon, bah, j'ose pas rentrer, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire ou en fait, tout simplement échanger avec des personnes
finalement qui sont inconnus dans votre association. Vous voyez tous ces bénévoles qui à un moment se présentent ou les amis des adhérents qui viennent une fois sur un événement, qui savent pas trop quoi faire de leur peau, enfin, on les connaît, ce type de personnes-là, bah, ça allait les interroger. Tiens, vous faites pas partie de l'association, du coup j'aimerais bien vous interroger sur aujourd'hui qu'est-ce qui vous empêche de devenir bénévole. Et en fait c'est récolter ces verbatims et finalement arriver à les déconstruire à partir d'une parole qui est concrète et pas celle qu'on s'imagine des parties prenantes. Voilà. Donc ça, en plus, c'est intéressant à faire d'aller parler à des inconnus et leur demander qu'est-ce qui les empêche de rejoindre notre association. C'est toujours un moment sympa. Bon, j'avance un petit peu, même si les discussions sont intéressantes, parce que sinon on va pas y arriver. Plus personne ne veut de responsabilité. Là, j'ai spoilé. Plus personne ne veut de responsabilité. Dans les associations, j'entends. J'ai envie de m'investir, mais seulement pour la musette. Être président, oh là là, non merci. Alors, plus personne ne veut de responsabilité, ou tout le monde s'arrache au poste de président. Hop, on est par là. Donc, généralement, le poste le plus compliqué dans une association, c'est trésorier. Ouais. Absolument. Et c'est pas président. Hein. Président, Ouais. ça se trouve, un trésorier, c'est difficile à trouver. Voilà. Complètement. Alors, je dirais à ce niveau-là, ce qui se passe, nous, on est en train de vivre dans notre jumelage, on a deux nouveaux adhérents qui sont pleins de bonne volonté, etc. Mais on se rend compte qu'il faut faire attention. Si on n'y fait pas gaffe, ils vont avoir l'impression qu'on leur saute dessus pour prendre la suite. Mm. Et ils se sentent un peu piégés. Voilà. Donc ça peut être aussi un frein, la peur de se retrouver embarqué plus vite que ce qu'ils voudraient. Ouais, complètement. Alors, Ouais, d'autant plus quand on est sur des jumelages qui sont fortement vieillissants. Donc, ouais, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. En fait, on aimerait quand même avoir des bénévoles qui sont là et qui prennent le poste de trésorier ou de trésorière parce qu'ils sont contents de le faire, parce que ça leur tient à cœur, plutôt que des personnes qui se retrouvent sur ce poste-là, bah, parce qu'il n'y a plus personne. Parce qu'on était dans l'urgence de trouver que c'était la survie de l'association qui était en jeu. Donc c'est vrai que c'est un sujet très important et avec les nouvelles générations, encore une fois, c'est vrai que en fait, le terme de responsabilité en lui-même, c'est quelque chose qui fait peur. Il y a plein de peurs qui sont associées à ce sujet de la responsabilité, surtout le sujet de la responsabilité en association. On a tous cette image du membre du CA qui passe toutes ses soirées, tous ses week-ends en réunion pour l'association, qui n'a plus de vie et sa femme lui tape sur les doigts. J'en connais quelque chose. Mais du coup, on a tous cette image associée, ces idées reçues, encore une fois, et je pense notamment chez les jeunes, qui sont en plus, vous le savez comme moi, tout ce qu'on dit sur les jeunes générations, c'est cette envie de ne pas écouter la hiérarchie, cette envie de pouvoir être un électron libre sans avoir à rendre des comptes. Bah, forcément, quand on parle du président de l'association, du trésorier de l'association aujourd'hui, bah, c'est pas du tout l'image qu'on a. Donc il y a plein d'alternatives qui se construisent. Je pense notamment vous savez, ces coprésidences, ces nouveaux bureaux qui se créent. Donc je pense qu'il faut aussi essayer de penser aux alternatives et encore une fois déconstruire les idées reçues sur les postes à responsabilité dans les associations. Donc pourquoi pas faire des petites fiches explicatives qui verbalisent encore une fois ce que fait exactement le trésorier. Parce que vous voyez, finalement, dans le trésorier, je suis pourtant du métier où je lis des dizaines et des dizaines de missions de bénévolat par jour, et j'ai rarement vu une mission de bénévolat qui parlait du trésorier, de la trésorière de l'association, qui était claire pour moi. C'était très sombre, très obscur, il va y avoir des réunions, il va y avoir des chiffres, il va y avoir des bilans. Et en fait, je ne sais jamais trop combien de temps ça va me prendre. Est-ce que moi, je pourrais, avec mes compétences actuelles, y aller? Et en fait, je me dis, bon, c'est tellement obscur et sombre, cette mission de bénévolat, que ça doit s'adresser à un groupe dont je ne fais pas partie. Et du coup, je me dis, bon, bah, je ne vais pas aller creuser plus. J'ai l'impression que ça ne s'adresse pas à moi de toute façon, donc je passe à autre chose. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes qui sont comme moi, pas forcément comme moi, qui pourraient avoir des compétences, mais qui se disent, je ne me sens pas concernée par cette mission, qui n'est pas du tout concrète, et qui ne me dit pas à quelle sauce je vais être mangée. Ouf, vous leviez la main. Oui, effectivement. Et je suis d'accord que c'est très important d'avoir un bon trésorier ou une bonne trésorière, ce qui est notre cas, et j'estime beaucoup. Par contre, on a du mal à trouver une secrétaire parce que c'est une tâche très administrative par moment, puisque en relation avec la mairie, à chaque fois quand on veut des salles, tous les ans, il faut remplir des documents. Quand on va à un événement exceptionnel, il faut remplir les documents. Et donc, lorsqu'on accueille, il faut organiser l'hébergement. Lorsqu'on part, il faut coordonner pour que tous les voyageurs soient au courant, etc. Donc, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et chez nous, en plus, actuellement, on n'a pas de secrétaire en activité. Bon, bien, oui, on a un titulaire, mais de fait, ce sont la trésorière, ma trésorière et moi qui nous partageons ce travail. Et ce qui m'a fait découvrir le travail très ardu et très exigeant de secrétariat. Donc, il y a aussi les comptes rendus à écrire. Typiquement, bon, le président peut contribuer, mais quand il mène, quand il mène une réunion, en principe, il n'est pas en mesure de prendre en même temps des notes. Enfin, c'est mon expérience au moins. Donc, Alors, comment est-ce qu'on peut motiver aussi quelqu'un de devenir secrétaire? Puisque c'est vrai qu'il y a des tâches qui sont répétitives là-dedans. Alors, c'est intéressant l'exemple que vous donnez parce que vous voyez, là, on voit typiquement l'écart qu'il y a entre la façon dont les associations pensent le bénévolat. Vous voyez, c'est ce poste de secrétaire, ce poste de trésorier-trésorière, ce poste de président. En fait, aujourd'hui, côté bénévole, on va plutôt penser en termes de mission. Qu'est-ce que je veux faire concrètement dans l'association? Et là, ce que vous m'avez cité, Oulf, c'est que dans ce que vous m'avez dit, moi, je ne vois pas secrétaire, mais je vois 3 missions différentes. Et en fait, ces 3 missions différentes, elles pourraient s'adresser à 3 personnes différentes. Et en fait, ne plus penser à cette secrétaire idéale qui sait tout faire, qui est super motivée, qui est géniale, mais penser plutôt 3 personnes qui vont avoir éventuellement 3 missions différentes, mais qui vont leur prendre moins de temps et qui vont correspondre pile à ce qu'ils recherchent.
Et en fait, je pense que pour trouver des bénévoles aujourd'hui, notamment sur les responsabilités, c'est essayer de réfléchir en termes de mission et non pas en termes de statut ou de rôle. Finalement, c'est arrêter de penser. Finalement, je pense que vous avez une génération où vous aviez des personnes qui étaient ultra investies et qui étaient un peu tentaculaires. Vous avez ces personnes dans les associations qui sont, il y a des profils comme vous d'ailleurs dans l'Assemblée ce soir, qui sont là depuis des décennies. Et pendant ces décennies, leur motivation ne s'est pas effritée. Et en fait, j'en parlerai tout à l'heure en parlant de culture bénévole, mais c'est ce qu'on appelle les héros. Vous savez, c'est ce que quand on vous présente une association, on vous parle de ce président génial, tu verras, tu vas le rencontrer. Raymond, il est dans l'association depuis 30 ans, il est là tous les soirs et tous les week-ends. Et moi, en tant que bénévole, ce que j'entends, c'est ouh là là, Raymond, il met la barre très haute, est-ce que je suis capable de ça? Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à la fois le sujet de ces héros, et finalement, on les a érigés, la barre est haute, mais finalement, pour nous, la barre, elle est au niveau zéro. Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir Raymond dans l'association, on se dit Raymond, c'est niveau zéro. Et il faut que tous les bénévoles soient à peu près au niveau de Raymond. Sauf que les bénévoles, quand ils arrivent dans l'association, ils ne peuvent pas être au niveau de Raymond. Il faut qu'on arrive à les faire sentir dans l'association comme, bon, Raymond, c'est vraiment le top du top. Nous, on n'attend pas à ce que tu sois au niveau de Raymond tout de suite. Et en fait, c'est travailler ça aussi, arriver à le conscientiser dans l'association. Parce qu'on n'arrive pas souvent à se le dire. En fait, on travaille avec Raymond depuis tellement longtemps que c'est devenu normal, ce niveau d'investissement. Et du coup, c'est arriver à redescendre un petit peu, à niveler un petit peu vers le bas, excusez-moi de dire comme ça, mais de se dire, voilà, un bénévole qui arrive tout de suite, il n'est peut-être pas aussi motivé, il ne sera pas aussi investi, et c'est OK. Voilà. Donc, voilà. Pour terminer sur le sujet, c'est vraiment de vous dire, je pense qu'on est très attaché à ces rôles de président, de membre du CA, de coordinatrice de l'association, où en fait, on a tout fourré des missions dedans, alors qu'aujourd'hui, les bénévoles, ils vont plutôt se dire, OK, moi, je veux faire une mission. Ce que je sais faire, c'est remplir des dossiers. J'adore remplir des dossiers. Et ce que je veux, c'est la mission où tous les ans, je remplis le dossier de subvention ou d'appel à projet sur tel et tel sujet. Et en fait, tout ce qu'il y a autour, le fait de participer aux réunions, le fait d'aller serrer des mains dans les réunions menées, j'en veux pas. Moi, je veux juste la mission où je remplis des appels à projet. Et en fait, c'est finalement arriver à se dire, ce que faisait une personne jusqu'alors, il faut qu'on arrive à lâcher prise dessus et à se dire qu'en fait, elle faisait tout simplement le travail de 3 personnes et que, tant mieux, ça va me faire 3 nouvelles personnes dans l'association. Et donc, c'est pas un travail qui est facile parce que ça nécessite d'arriver à verbaliser, finalement, qu'est-ce que fait cette personne dans l'association? Comment on peut découper ça en mission qu'on pourra donner à une personne? Et ça ne veut pas dire que la personne, quand elle va arriver dans l'association en voyant votre mission, justement, de prendre des notes dans des réunions, elle va vous dire, bon, c'est sympa, mais je pense que je vais m'ennuyer vite. Est-ce que vous n'avez pas d'autres missions à me confier en plus? Et en fait, on va non pas lui donner ce rôle de secrétaire, mais on va lui donner toutes les missions qu'avait la secrétaire. Et en fait, elle va pouvoir choisir dedans. Et je sais que, en général, et c'est le cas encore dans les associations, et c'est certainement le cas pour vous, on pense à ce package, et on se dit, mais c'est pas possible, on peut pas le scinder. On peut pas faire soit remplir les dossiers, soit prendre les comptes rendus de réunion, il faut que ce soit pour la même personne. En fait, il faut essayer. Et là, ça va déconstruire, côté bénévole, cette peur qu'on a. Parce que finalement, la personne, elle va tomber sur vos missions, elle va dire, c'est super. On n'a pas dit le mot secrétaire, elle était partante. La même mission où il y avait le mot secrétaire, ça lui aurait fait peur. Donc, des fois, c'est juste cette question de comment on présente les choses. Je pense que les bénévoles, et je vais vous montrer en chiffres, ils ont envie d'avoir des responsabilités. Vous voyez, c'est 14% des bénévoles qui souhaitent avoir plus de responsabilités dans une association, 18% qui ont besoin de reconnaissance. Et ça, c'est cité beaucoup par les jeunes. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ces jeunes qui ont envie d'avoir des responsabilités, peut-être parce que dans leur vie professionnelle, ils n'en ont pas forcément, ou ils ont envie de peut-être s'épanouir comme ça, de pouvoir prendre une certaine place dans l'association, et finalement, ils n'ont pas l'opportunité. Alors, soit parce qu'on ne leur donne pas dans l'association, parce qu'on a peur, on se dit, bon, de toute façon, il n'en voudra pas, soit parce qu'il y a toujours cette question du package. Voilà, on attend de toi que tu prennes des responsabilités, ce qui implique que tu sois disponible tous les soirs et tous les week-ends. Donc, des responsabilités, oui, mais sur des missions précises. Donc, c'est là où c'est intéressant parce que ça demande finalement de changer tout un paradigme, toute une façon de fonctionner qu'il y avait jusqu'alors dans les associations. Et ce que je vous disais, du coup, en synthèse, c'est qu'il faut imaginer d'autres modèles. Cette gouvernance partagée, cette gouvernance à 6 têtes au lieu de 3, la coprésidence, des façons de fonctionner vraiment différentes, et surtout, proposer, et en particulier aux jeunes, de prendre des responsabilités. La personne qui vient tous les ans dans une association pour tenir la buvette, si ça fait 10 ans qu'elle vient tous les ans à cette date-là, peut-être qu'elle a envie à un moment qu'on lui propose de faire un peu plus. Tiens, Océane, ça fait 10 ans que tu viens à la buvette, ce serait peut-être temps que tu sois bénévole régulier. Oui, j'attendais que vous me le proposiez depuis au moins 9 ans. Donc encore une fois, il ne faut pas se mettre se cantonner à des idées reçues en disant, je ne vais pas le proposer parce que de toute façon, on va me dire non. En fait, vous risquez rien à proposer à des personnes de prendre des responsabilités parce qu'au pire, ils vous disent non. Mais eux, ce qu'ils ont entendu, c'est, on te fait confiance, on reconnaît tes compétences et on est tellement content que tu sois avec nous qu'on a envie que tu prennes des responsabilités. Donc, il vous a dit non, mais il s'est senti valorisé par ailleurs. Donc, c'est toujours gagnant de proposer des responsabilités à vos bénévoles. Bon, j'avance parce que je parle. Alors, définir les besoins, c'est vraiment le cœur du sujet. Si vous devez partir ce soir, retrouvez votre femme qui vous attend depuis tout à l'heure. Je regarde mon compagnon là qui me fait des œillades. Définir les besoins, c'est vraiment le sujet à retenir de ces 2 heures avec moi. C'est un truc qu'on oublie tout le temps parce qu'on est en urgence de trouver des bénévolats, parce qu'on a envie que le sujet soit vite oublié. Mais en fait, c'est vraiment le cœur de toute la stratégie autour du bénévolat. Ça, c'est un truc qui m'agace. C'est que personne ne veut prendre le temps de réfléchir. Alors, surtout pas. Par contre, se lancer et faire du bricolage parce que c'est urgent, alors ça, tout le monde y va. Hein. Ça, c'est un truc que j'entends mais depuis des années et des années. C'est, oulala, surtout pas prendre le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de faire ça. Alors que vous allez gagner énormément de temps sur le long terme à bien penser, verbaliser, conscientiser le bénévolat.
c'est ce que j'appelle la culture bénévole. Enfin, ce que j'appelle, c'est bénévole ce qu'il a inventé. Il y a un super guide d'ailleurs là-dessus. Mais la culture bénévole, c'est cette idée de conscientiser, verbaliser la culture bénévole de son association. Ça, c'est un enjeu hyper important. Verbaliser, je l'ai répété plusieurs fois, quand on est dans une association depuis très longtemps, quand ça fait des mois, voire des années, parfois même des décennies qu'on est dans l'association, on fait les choses et on se pose plus la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses, qu'est-ce que je suis en train de faire. Si bien que parfois j'échange avec des associations où je demande au fameux président de me dire mais qu'est-ce qu'il fait de ces journées, et il me dit oh bah je fais des réunions et puis des trucs et puis des machins. Et en fait, il est incapable de me dire qu'est-ce qu'il fait concrètement et quelle mission il pourrait déléguer. Donc ça c'est important parce que quand on arrive à verbaliser, on peut déléguer. Si on n'arrive pas à le verbaliser, on peut pas déléguer. Et donc vous vous retrouvez avec ce fameux package du président, où quand le président va s'en aller et de manière un petit peu abrupte, il va falloir que je refile le package à quelqu'un d'autre, et il va devoir se débrouiller avec ça. Et en fait, on n'a jamais pris le temps de le segmenter en différentes missions qu'on va pouvoir confier à différents bénévoles. Et donc, il va falloir retranscrire, après, une fois qu'on a verbalisé, ce besoin en fonction de la culture bénévole. Si dans notre association, on est plutôt une association un peu jeune, un peu fun, on va pouvoir le retranscrire avec plein d'émojis, avec des mots de jeunes qui me sont moi maintenant pas familiers du tout. Après, si on est une association un peu plus carrée, chez nous, tout est bien rangé, tout est nickel. On va pouvoir faire une belle annonce où on va le retranscrire avec des points de manière super synthétique, super carrée. Donc, c'est là où c'est intéressant de travailler aussi dessus, c'est qu'on va pouvoir travailler le fond, mais aussi la forme. Parce qu'un bénévole qui voit une mission bien écrite, avec point par point ce qu'il va faire et ce qu'il attend, alors qu'il y en a une autre où c'est un petit peu plus brouillon, mais avec plein d'émojis partout, bah, vous n'allez pas attirer le même bénévole. Donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi quand on commence à travailler là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est la culture bénévole? Finalement, c'est un peu le ciment de l'identité collective. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette association? Quel est le rêve commun? Comment il s'exprime? C'est un ensemble des aspects formels et informels de l'association. Donc je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais je vous parlais des héros tout à l'heure, mais ça fait partie de la culture bénévole. Et c'est aussi et surtout la part inconsciente partagée par les membres. Donc c'est vraiment tout ce qu'on se dit pas au quotidien, mais qui finalement fait qu'on se retrouve dans la même association et qu'on y reste pendant longtemps et de manière épanouie. Donc c'est important aussi parce qu'il y a une professionnalisation des bénévoles, qu'on veuille l'entendre ou non. Les bénévoles arrivent du monde professionnel. Aujourd'hui, vous avez pas mal de personnes qui arrivent à la retraite et qui n'ont pas envie de lâcher. Tout simplement parce que ils étaient très bien là où ils étaient entourés de super personnes, ils pouvaient transmettre leurs compétences, ils pouvaient en développer, ils avaient toute une vie sociale. Et puis là, d'un coup, on leur dit, bon bah écoutez, c'était sympa de travailler pendant 50 ans, mais maintenant on veut plus. C'est affreux. Et du coup, les bénévoles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, bah, vous voulez pas de moi, bah, c'est pas grave, moi je vais rester quand même, et je vais bien trouver une façon de le faire. Et ils trouvent une association dans laquelle ils vont pouvoir avoir une continuité de leur activité professionnelle. Donc il y a quand même une professionnalisation des bénévoles, et ce, peu importe la génération. Et je pense qu'il faut l'entendre, il faut surtout pas se dire, oulala, on n'en veut pas de ce mot-là, c'est professionnalisation, c'est pas les associations. On l'utilise pleinement, hein, ce mot-là, puisqu'on fait des formations qui s'appellent professionnalisation des responsables d'associations. C'est hyper important. Et vous avez plein d'associations qui se mettent des œillades en disant oh, on ne veut surtout pas en entendre parler, alors que c'est un fait. Vous avez des bénévoles qui arrivent avec un bagage de leur vie professionnelle et qui ont envie de mettre des outils qui sont efficaces et utiles dans leur vie pro, dans leur association, en se disant on va gagner en efficacité. Moi, je connais cet outil, donc ça me permet aussi d'avoir une continuité. Donc c'est hyper intéressant. Vous avez aussi une large offre de missions de bénévolat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus les grandes associations qui ont accès aux outils de diffusion, aux métiers de communication. Du coup, vous avez plein d'associations. C'est-à-dire qu'il y a une forme de concurrence entre votre offre de bénévolat, où vous parlez de justement, je sais pas moi, animer j'ai oublié le nom que vous avez utilisé tout à l'heure. C'était le Stammtisch. Animer une Stammtisch. Je sais que Tisch, c'était table. Alors, j'ai essayé de reconstruire le mot dans ma tête. Vous voyez, les 9 ans d'allemand n'ont pas servi à rien. Par contre, je ne saurais pas vous dire si c'est 9 en masculin ou féminin, mais c'est déjà un début. Le Stammtisch, c'est un genre de table ronde des habitués d'un bistrot qui se rencontrent pour discuter de tout et de rien. Et donc, dans notre cas, le tout et de rien, c'est toujours lié à l'Allemagne, à la relation franco-allemande, à la culture, au sport, au carnaval. Et donc, ça peut être discuté sur un texte, ça peut être parler des vacances, d'un film, ça peut être très large. Et donc, effectivement, c'est ça l'esprit du Stammtisch, c'est quelque chose de très, très ouvert. Ok, bah voilà, vous pouvez avoir une mission d'animer un atelier comme ça, je vais pas le redire, un atelier comme ça, et vous avez face à ça votre association dans le quartier, une association, disons, un club de foot du quartier, qui va aussi vous proposer d'animer, de tenir la buvette pendant le prochain match de foot. Vous avez une autre association qui fait plutôt du scrapbooking, qui vous propose d'animer un atelier. Et en fait, du coup, le bénévole, il est face à toute cette offre-là qu'il n'avait pas il y a encore 10 ans, et il se dit, mais oulala, où est-ce que je vais pouvoir donner mon temps, qui est quand même limité. Donc face à ça, vous avez aussi une rationalisation du bénévolat. La personne qui est très consciente qu'elle a peut-être 4 heures par semaine à donner à une association, elle va se dire, bon, ces 4 heures, je ne peux pas les donner à tout le monde, même si tout le monde est super intéressant. Donc c'est là où elle va faire ces petits calculs, qui sont très souvent inconscients, de, OK, on me propose du foot, du franco-allemand ou du scrapbooking. Je me dis, ce qui correspond plus à mes valeurs, hop, je vais plutôt aller vers le franco-allemand. Ou alors, je vais dire, et là-dedans, il y a aussi l'élément ambiance qui est très intéressant. Je sais qu'au club de foot, c'est une super équipe, c'est les copains de mon mari, je sais qu'ils font la bringue, ils s'amusent bien. Franco-allemand, je vais aller faire une réunion,
bon, tout le monde est un peu en plan-plan, je suis un petit peu ennuyée, j'ai pas trop su où trouver ma place, on m'a pas trop dit si je devais parler allemand ou pas, j'ai pas osé dire que je savais pas parler allemand. Bon, finalement, je sais que j'ai que 4 heures, donc autant passer à m'amuser, en plus de faire mon bénévolat dans une équipe où ça se passe bien. Donc vous avez tous ces éléments-là qui rentrent en jeu dans le fait de rationaliser le temps qu'on va passer dans une association. Donc c'est très très important parce qu'il y a encore une dizaine d'années, on était plutôt dans un bénévolat où je voulais me rendre utile et il y avait tellement peu d'offres visibles et peu de possibilités d'aller papillonner jusqu'à trouver l'association qui me plaisait que j'acceptais de me trouver dans une association où bon, je m'ennuyais un petit peu, j'avais pas tellement d'atomes crochus avec l'équipe, mais bon, j'étais dans une mission qui me plaisait pas mal. Donc c'est là où c'est très important aussi de travailler cette culture bénévole, la façon dont vous vous présentez, quelle ambiance on affiche sur ce premier rendez-vous. Parce que peut-être que pendant cette réunion, ça s'est mal passé, alors que d'habitude, vous faites la brinque tout le temps. Donc c'est ça aussi, c'est d'arriver à analyser et à s'observer soi-même, et aussi, encore une fois, à aller poser la question au bénévole. Je sais qu'on n'ose pas le faire, mais le bénévole qui nous dit non suite à la première réunion, on se dit, bon, ben, on va pas l'embêter. Alors qu'il faut l'embêter, ce bénévole. Si à un moment, il faut l'embêter, ce bénévole, c'est quand il vous a dit non. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé? Parce qu'en fait, c'est là où c'est précieux d'avoir ces retours de personnes qui vont vous dire, bah, écoutez, moi, pendant cette réunion, j'ai pas trop su si j'avais ma place, parce que moi, je sais pas parler allemand et on n'en a pas parlé pendant la réunion. Et en fait, là, vous allez dire, OK, prochaine réunion, on en parle systématiquement. En fait, si on n'avait pas eu ce retour du bénévole, on n'aurait pas pu s'améliorer. Donc, faut oser le faire. La personne qui va jusqu'au bout d'un processus pour faire du bénévolat, c'est certainement une personne qui est très sympa, qui est serviable. Et donc, si vous lui dites, bah voilà, je suis en train d'améliorer notre façon d'intégrer les bénévoles, j'aimerais bien avoir votre retour, je suis certaine que la personne va vous répondre. Je voudrais Donc, ouais. juste rebondir une chose sur la professionnalisation, pour l'avoir vécu avec Raymond. En fait, souvent, ça dépend des dirigeants d'associations qu'on a en face. Oui. C'est-à-dire que c'est un combat qu'on porte déjà depuis pas mal de temps, où on pense qu'il faut professionnaliser les bénévoles, et on l'a vu avec certains dossiers. Je pense à un dossier qui est le Fonds citoyen franco-allemand, c'est une demande de subvention. Le démarrage, c'était pas utile d'être un peu un professionnel. Aujourd'hui, c'est mieux. Et tous les dossiers se sont professionnalisés. On l'a bien vu, moi, je le vois dans mon environnement. Il y a quelques années, les gens qui disaient les dossiers administratifs n'étaient pas obligatoirement des gens qui étaient très experts de ça, parce qu'ils avaient été, allez, on les avait un peu posés là, en fin de carrière. Tu parlais de la nouvelle génération, ils sont bien formés. Traiter de l'administratif, ça fait partie de leur environnement, et ils font ça très bien. Et il est nécessaire, nous, en tant qu'association, de bien être attentifs à ça. Voilà. Et quand on accueille des gens, il faut bien impulser ça. Et on le voit bien aussi dans les conversations, comme le disait Ulf, dans les Stammtisch. Quand on a des nouveaux bénévoles qui prennent les choses, ils le prennent de façon très professionnelle. Exactement. C'est souvent des anciens enseignants, c'est souvent des gens qui parlaient la langue dans leur métier, et ils le font avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de professionnalisme. C'est pas, moi j'ai connu des Stammtisch, je fais ça dans mon jumelage, où l'animateur, il arrivait, il prenait une bière, il se disait de quoi on va parler. Aujourd'hui, on a l'équerre de Stammtisch, la personne qui est bénévole a mis bien une demi-journée pour préparer son heure d'intervention. Voilà, a fait 1 heure égale 2 heures de préparation. Et on est bien là-dedans. Et il faut accompagner les gens. Il faut accompagner les gens. Et c'est le rôle un peu aussi de notre fédération. C'est ça, exactement. Et avoir conscience de cette idée de la reconnaissance, je pense que c'est quelque chose qui est très peu conscientisé par les bénévoles, mais c'est quelque chose qui a un moteur très profond, je pense. Et je pense que c'est ce qui se cache derrière cette professionnalisation. En fait, le milieu professionnel, c'est aussi c'est attaché à tout un statut social, le fait d'être reconnu dans son métier. Finalement, si on va dans une association en apportant ce bagage-là, c'est parce que ce sont les mêmes choses qui sont liées. On cherche à être reconnu pour le fait qu'on travaille dur, pour le fait qu'on a vraiment bien préparé cet atelier. Et en fait, je pense que les petits mots que vous pouvez dire aux bénévoles pour leur montrer que vous êtes reconnaissant justement du travail qu'ils font, en fait, c'est là où se trouve la fidélisation. Et en fait, c'est très peu de choses, mais aujourd'hui, les bénévoles, quand ils s'investissent et qu'ils ont un petit mot gentil qui reconnaît le fait qu'ils se sont investis, en fait, finalement, ça les relance pour 3 mois supplémentaires. Il faut vraiment le voir comme ça. Ils ont un petit moteur, les bénévoles. Et l'essence, et pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, c'est ce petit mot du président qui va vous dire oh, c'est vraiment très sympa. Et cette idée que tu as eue là, franchement, très créatif. Et c'est à la volée comme ça, en allant chercher un café, mais le bénévole, hop, ça le relance pour 3 mois. Ce qui va se dire, mais cette association, c'est génial. On est en capacité de me dire que mon travail a la valeur et que c'est là où je me sens utile. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant de vous identifier chez les bénévoles qu'est-ce qui est leur moteur, qu'est-ce qui fait que les bénévoles s'éclatent dans l'association et comment je peux faire en sorte qu'ils continuent de le faire sans qu'eux-mêmes aient réussi à le verbaliser. Donc c'est chouette aussi de pouvoir faire progresser les bénévoles dans ce sens-là. Ces fameux temps d'évaluation, d'alignement, comme je l'ai présenté tout à l'heure, où on va interroger sur le bénévole sur est-ce que tu t'y retrouves toujours le jour où on s'est rencontrés, tu me disais que ce qui t'intéressait, c'était faire de l'animation. Aujourd'hui, tu fais autre chose. Est-ce que c'est toujours OK pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Est-ce que tu t'ennuies? Parce qu'en fait, le bénévole qui commence à s'ennuyer ou qui s'y retrouve pas, il va très rarement vous le dire. Mais si vous lui posez la question, il va vous répondre. Donc c'est là tout l'enjeu de la personne qui s'occupe du bénévolat. On devient presque des psychologues, finalement. C'est la gestion de ressources humaines. Donc je sais que c'est pas facile à faire, mais il faut vraiment essayer de verbaliser, conscientiser tout ça et amener le bénévole à le faire. Donc je continue.
sur la culture bénévole quelques éléments sur lesquels j'aimerais que vous puissiez réfléchir, que ce soit maintenant ou un peu plus tard. Ça, c'est des éléments de votre culture bénévole. L'ambiance, tout simplement. Le bénévole, quand il vient chez nous, il participe à sa première réunion, il nous croise sur le forum des associations. Qu'est-ce qu'il va mettre derrière ce mot ambiance? Comment il va en parler à ses amis ce soir en allant boire une bière en disant j'ai rencontré une super association sur le forum des assos. L'ambiance, elle a l'air. Qu'est-ce qu'il dirait le bénévole une fois qu'il vous a rencontré? Est-ce que c'est plutôt festif? Est-ce que c'est plutôt convivial? Est-ce que c'est plutôt travailleur? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre derrière? Parce que souvent, il y a un écart. Et c'est là où c'est intéressant quand on commence à travailler dessus, c'est d'identifier les écarts. Ce qu'on a envie de mettre derrière ce mot, c'est festif. Aujourd'hui, si on s'observe un petit peu en étant un peu impartial, c'est qu'on est plutôt dans une ambiance travailleuse. Et est-ce que ça nous va? Comment on peut rectifier l'écart si on a un? Les héros, je vous en parlais tout à l'heure, c'est vraiment cette personne qu'on présente sur un premier entretien où la personne, vous savez, son nom revient tout le temps dans les réunions. Parfois, c'est le fondateur de l'association, parfois, c'est une personne qui était dans l'association qui nous a beaucoup marqué. Et il faut arriver à s'observer dans ces moments-là, parce que c'est typiquement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. On nous parle du président, tu verras, il est super, ça fait 40 ans qu'il est là, il est là tous les soirs et tous les week-ends. Et moi, en tant que bénévole qui arrive dans l'association, ce que j'entends, c'est pour avoir de la valeur et qu'on parle de toi avec autant d'enthousiasme, il faut que tu sois là soir et week-end. Donc, ça, pareil, c'est assez représentatif, je trouve, et c'est vraiment un sujet qui n'est pas conscient parce que tout le monde en parle, parce que c'est normal et qu'on est tous très admiratifs de cette personne, mais on ne se rend pas compte de l'effet que ça fait sur quelqu'un d'extérieur. Donc, essayez d'observer vos discours, même le site internet. Est-ce que cette personne, elle est présente sur la page d'accueil en disant, bah voilà, cette personne, c'est vraiment la personne la plus importante dans l'association. C'est des petits trucs comme ça dont on se rend pas compte, mais une fois qu'on les a conscientisés, ça vous saute un peu aux yeux. Pareil pour les procédures, est-ce que chez nous c'est un peu bon qu'à faire une idée, il la lance, ça passe par aucune hiérarchie, ou est-ce qu'au contraire c'est une fois qu'on a une idée, on se fait une réunion tous ensemble, ça passe par un comité de pilotage. Voilà, c'est essayer d'identifier ça et d'un point de vue extérieur à quoi ça ressemble. La vie d'équipe, est-ce que chez vous c'est on se voit au moins une fois par semaine, boire un café ensemble, se faire une petite réunion, ou est-ce que chez nous c'est plutôt une fois par an, on mange la galette à l'épiphanie. Voilà. Donc c'est pareil, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que ça nous va finalement manger une fois par an la galette à l'épiphanie, on prend des nouvelles de tout le monde? Au moins on est sûr qu'après un an on a des discussions possibles. Donc là encore, c'est finalement l'écart entre ce qu'on voudrait avoir comme culture bénévole et ce qu'on affiche aujourd'hui. Les rituels, cette fameuse galette de l'épiphanie, c'est un rituel, c'est un truc auquel on ne déroge pas depuis des années et des années. C'est comme ça. Dans une association, par exemple, où j'étais, on mettait les anniversaires dans l'agenda de tout le monde, et puis c'était hyper important pour nous de souhaiter les anniversaires de tout le monde, de se faire un petit pot à chaque fois. Ça, c'est un rituel, par exemple. Les perspectives, ça, c'est typiquement le bénévole qui arrive chez vous aujourd'hui. Est-ce qu'il a conscience et la possibilité de parler des perspectives? Est-ce que si je rentre justement aujourd'hui dans l'association et je tiens la buvette, allez, je reprends mon exemple, je tiens la buvette, est-ce qu'à un moment donné, on va me proposer autre chose ou est-ce qu'il faut que ce soit moi qui vienne en disant, bah écoutez, la buvette c'est sympa, mais j'aimerais bien mettre mes compétences de communication à disposition de l'association. Donc c'est comment ça se passe chez vous pour évoluer dans l'association finalement. Ou même si à un moment, au contraire, je suis bénévole en communication, j'ai plus le temps de m'investir, est-ce que je peux rétro-pédaler de manière comment dire, innocente et que ce soit pas mal vu, de dire, bon, écoutez, j'ai plus trop le temps de m'investir dans l'association, je vais plus pouvoir tenir la page Facebook, est-ce que je peux venir de temps en temps donner un coup de main, mais sans plus. Voilà. Et comment ça se passe dans l'association, comment c'est vu, quelle est la procédure, est-ce que c'est visible finalement. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels je vous invite à travailler un petit peu. On n'aura pas le temps malheureusement ce soir, mais c'est vraiment un super exercice à faire et à faire en équipe. Vous voyez, vous prenez tous ces mots-là et vous dites à tout le monde de mettre un mot, on le cache derrière un post-it, on se montre tous le post-it en même temps. Et ce qui est rigolo, c'est de voir qu'on va peut-être pas avoir tous le même mot. Et parfois, on voit même des mots très éloignés les uns des autres. Et c'est là où on s'est dit, oulala, mais il y a peut-être un travail à refaire sur la culture bénévole. Parce que si on n'est pas d'accord entre nous de comment on voit le bénévolat dans l'association, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ça va être un petit peu compliqué pour lui, je pense. Alors, Oulf, on vous a perdu de visu, mais j'ai vu avant que vous partiez que la main était levée. Bon, n'hésitez pas qu'on vous reviendra. Il va falloir qu'on arrête la première partie, oui. Quitte à ce qu'on fasse la deuxième, puis après on fera peut-être une troisième, mais moi je voulais déjà au moins te remercier pour cette première partie. Ça va bien au-delà de ce que j'espérais, pour être honnête avec toi. J'aime beaucoup ton dynamisme et j'aime beaucoup cette vision, donc ça veut dire qu'il y a plein de... Alors moi j'ai un métier où j'ai fait de la formation, donc je vois plein de choses qu'on pourrait construire, plein d'ateliers qu'on pourrait faire. On a la chance d'avoir dans notre fédération Mural, que tu connais certainement. Oui, c'est vrai. Donc, Mural, c'est gratuit pour les associations, il faut en faire la demande simplement. Donc, on l'a, et avec Mural, on pourrait faire des très belles choses. La dynamique de groupe, on pourrait le rajouter on peut le faire dans Zoom, hein, moi j'ai déjà fait. Donc, voilà. Donc, et je crois que il doit nous rester des licences Mural. Donc, tu as Mural, toi, ou pas du tout? Ou tu connais Mural? Tu m'avais montré la première fois qu'on s'était rencontrés. Bon, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour toi aussi pour pouvoir le faire. Je pense qu'on va trouver. Je ne sais pas si Raymond, hein, je crois qu'on doit encore avoir des licences Mural, hein, me semble-t-il. Oui, et puis on peut en enlever. Hein, et on va retirer. Si nécessaire, on en retirera. Et la priorité, c'est que comme ça, tu pourras aussi regarder Mural, qui est un très bel outil. Hein. Voilà. Oui, j'avais vu très, très rapidement, parce que du coup, tu m'avais donné les accès. Ouais. Effectivement,
Je pense que là, vous êtes, alors, il y a une association, vous êtes tous les trois, donc c'est hyper intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir confronter vos idées. Et je pense que c'est super important dans la construction du sujet du bénévolat de faire venir des personnes Alors, à différents degrés d'investissement. alors, moi, j'ai envie de te faire une autre proposition parce que je vais parler sous couvert évidemment de mon ami Raymond parce qu'il est aussi du bureau de la FAFA. Je pense que ça serait intéressant que tu nous aides dans le bureau de la FAFA pour qu'on définisse mieux nos rôles de bénévoles. Mm. Je ne sais pas ce qu'on pense Raymond, mais Complètement, et complètement. Puis après, et après en le déclinant évidemment dans les différents conseils d'administration. Mais on a tendance à faire un peu beaucoup de choses, peut-être un peu trop de choses et pas assez répartir. Alors, il y a des choses qui se font de fait. Hein. On a quelquefois une personne qui va prendre plutôt une tâche qu'une autre parce que c'est un peu dans son ADN. Mais moi, je pense que ça serait intéressant que tu puisses nous accompagner, que ce soit dans notre fédération, mais aussi dans les unions régionales, pour nous aider à mieux cadrer nos besoins bénévoles et puis un peu les attentes qu'on a avec nos bénévoles. Voilà. Je trouve ça très intéressant et c'est vraiment euh, un autre axe que j'ai envie de te proposer dans ton bénévolat, Océane. Ouais, complètement. Alors, C'est ouais, des sujets importants. Ouais, pardon, Raymond. ce que je voulais compléter, c'est que cette formation là de ce soir, cet entretien de ce soir, tombe pile poil pour Afapora, puisque moi j'ai annoncé il y a maintenant aux dernières assemblées générales que c'était ma dernière année de présidence. Ah, Donc, pour moi, ça résonne très fort tout ce que tu as dit parce que je crois qu'on est complètement dans le thème et dans la discussion qu'on va avoir samedi, entre autres, dans le conseil d'administration, puisque j'ai mis à l'ordre du jour le renouvellement du président. Donc, voilà. Mais c'est vraiment important. Je pense qu'il y a une. Alors, il y a plusieurs clés dans ce que tu as exprimé, Océane, et moi, j'en vois quelques-unes. En effet, lorsqu'on est salarié, professionnel, on a ces réflexes, et souvent, on essaye de les conserver. Bon, oui. moi, j'ai voulu conserver, quand je suis arrivé à la FAFA, le fait d'avoir une messagerie professionnelle, des outils professionnels, et par bonheur, le monde bénévole nous le permet. Il y a beaucoup de dotations. Google pour les associations, c'est gratuit. Mural, il donne 10 licences gratuites quand on sait que c'est quand même des produits qui coûtent assez cher, Oui. mais ça nécessite aussi d'accompagner les gens. Mais le volet que là, tu as évoqué, donc le volet technique, les gens l'intègrent. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils l'intègrent. Là, tu es rentré dans un axe qui est pour moi l'axe RH, l'axe accompagnement des compétences, et il y a des gens, ils le perçoivent moins. Or, la ressource la plus précieuse dans une association, c'est clairement les hommes et les femmes qui la composent, parce que c'est la ressource humaine. Un ordinateur, ça se remplace, une compétence, ça ne se remplace pas. Alors, ça peut se remplacer, mais elle sera de toute façon toujours différente. Moi, je dis souvent, prenez ma place, il n'y a pas de problème, mais il y a des choses que vous ferez largement mieux que moi, des choses que vous ferez probablement comme moi, et puis aussi certainement des choses que vous ferez moins bien que moi. Je dis certainement, parce que peut-être que ça ne sera pas le cas, mais voilà. Et moi, je trouve que la formation telle que tu l'as présentée, très interactive, c'est justement l'occasion aussi d'engager les bénévoles à réfléchir sur leur posture et sur comment engager une vraie transformation. Et ça nécessite de l'accompagnement. Donc, c'est une formation-action, finalement. Il y a à la fois un cadre théorique, tel que tu as supposé. On l'a bien vu, chacun a ses expériences. En plus, sans être méchant avec les gens qui sont autour de la table, on est tous présidents d'associations depuis au minimum 10 ans. Donc c'est sympa, voilà. Donc, on fait partie un peu des meubles. Et quand il ferme le bureau, s'il pouvait jeter la clé, ça serait bien. Voilà. Mais je trouve que voilà, pour moi, c'était d'abord cette formation au-delà de mes espérances, vraiment. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet d'ouvrir des clés. Voilà. Bah, vous voyez, exemple typique, ce que vient de faire Jean-Michel, là, c'est mon carburant pour les 3 prochains mois. Oui. Il a mis en application ce Vous voyez, c'est vraiment super intéressant d'avoir ce genre de retour et qui en plus, vous voyez, là, Jean-Michel le fait devant tout le monde, donc il prend à partie de tout le monde. Et là, du coup, ça vient travailler mon besoin de reconnaissance, mais aussi d'appartenance. Parce que là, du coup, Jean-Michel, comme il est en train de me remercier pour cette formation que j'ai mis en place, en fait, comme il le dit devant tout le monde, là, du coup, c'est vraiment, il est en train de dire, Océane qui fait partie de ce groupe. Je me sens au même niveau que chacun d'entre vous qui pourtant est président, qui pourtant est dans la FAFA depuis longtemps. S'il y a ce sujet-là, je pense, dans la FAFA en particulier, c'est que j'ai l'impression que vous êtes ancré depuis très longtemps dans les associations. Et ça, c'est très dur pour les bénévoles d'arriver dans un groupe qui se connaît déjà. C'est souvent une très grande barrière de se dire, non seulement je me sens pas bien légitime à être là, mais en plus les gens se connaissent depuis tellement longtemps. Moi, je suis la petite dernière qui arrive. Comment ça va se passer? Donc, vous voyez ce que vient de faire Jean-Michel, typiquement, un très bel exemple de comment je peux faire pour intégrer le bénévole et pour commencer la fidélisation sur les toutes premières missions. Parce que c'est celles-là qui sont charnières. Finalement, c'est pas la 100e mission que je vais faire qui va faire que je vais rester en association. Ça va être vraiment les 3 premières, mes 3 premières missions qui vont être décisives. Donc, voilà. Je trouve que c'est un bel exemple de tout ce que je vous ai raconté jusque-là. Je vous ai mis quand même mes coordonnées. Donc, encore une fois, c'est à la fois une petite confidentiation, mais besoin d'appartenance. Vous voyez, j'ai ma petite adresse FAFA pour l'Europe que je suis contente de donner. Vous voyez, ça, c'est vraiment un super outil. Et je vous mets dans le chat, et je suis désolée, je viens de me rendre compte qu'il y en avait plein, des petits messages pour moi que je n'ai pas du tout traités. Mais je vois que ça a abondé dans le sens de notre discussion. Donc, je vous mets dans le chat un petit truc pour aller un peu plus loin
c'est le guide de la culture bénévole. Parce que tout ce que je vous raconte là, c'est pas tellement moi qui l'ai inventé. C'est Amélie Arcine, qui est fondatrice de Bénévoles, la fameuse entreprise où je travaille. Et donc, je vous invite vraiment à aller pour creuser un peu plus loin avant les prochaines formations. Je trouve que c'est assez intéressant d'aller. Il y a des exemples d'autres associations. Donc, c'est aussi intéressant d'aller se comparer à des associations dans des autres secteurs. Et je suis assez active sur LinkedIn si on a parmi vous qui le sont. Si vous avez envie de parler de votre asso en particulier, c'est avec plaisir de pouvoir répondre à vos questions, vous donner peut-être mon retour, donc n'hésitez pas. Alors, il faut savoir aussi, Océane, qu'on a un workplace. Ok. Donc, on pourrait tout à fait créer un canal dans workplace. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me solliciter. Enfin, moi, c'est vraiment une mission de bénévolat que je cherchais depuis longtemps, de pouvoir finalement accompagner sur la question du bénévolat dans une association, parce que je trouve ça bête de travailler sur le sujet dans ma vie professionnelle, mais pas dans le bénévolat. Donc, je trouvais intéressant d'avoir cette opportunité. Je suis super contente de pouvoir vous accompagner. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que quand moi j'ai rencontré Jean-Michel pour la première fois, j'ai pas dit bon, moi je viens m'investir parce que l'allemand c'est super important pour moi. Non, c'est plutôt un ensemble de valeurs qui m'intéressait et la mission en particulier. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'abonder dans le sens de tout ce que je vous raconte. Ça sort pas du chapeau. Voilà. Donc, effectivement, c'était la fin de la première partie. Donc, je vous propose, si vous avez des questions, envie de témoigner, de faire un retour, n'hésitez pas. Si quelqu'un veut prendre la parole, parce que j'ai parlé pendant 2 heures, peut-être que maintenant vous avez envie de prendre la parole. J'ai trouvé la réunion, la formation très intéressante, qui ouvre certainement des portes. Par contre, si je peux me permettre, est-ce que ça pourrait être suivi? Alors, ça rejoint peut-être ce que expliquait Jean-Michel tout à l'heure, avec des ateliers. Parce que moi, tout ce qui a été dit un peu, je me disais, bah, ça ressemble un peu à des fiches de poste ou des fiches de mission, etc. Mais en fait, on ne sait pas trop comment, par quel bout y prendre. Quelle ficelle faudrait tirer en premier, etc. Ouais. Et alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que Jean-Michel parlait d'atelier, mais je pense que ça serait quelque chose d'assez intéressant, quoi. C'est effectivement la suite de la formation telle que je l'ai envisagée, avec un axe beaucoup plus concret où je vais vous faire travailler pour le coup, parce que là c'était assez théorique, mais je parle beaucoup de verbaliser, donc c'est quand même dommage une formation où on ne verbalise pas. Donc j'ai plein d'outils qui permettent de justement construire cette fiche de bénévolat, donc une fiche interne qu'on va pouvoir ensuite traduire en mission à pouvoir mettre en ligne. Parce que toute la suite aussi, c'est une fois qu'on a réfléchi à tout ça, on a envie de trouver des bénévoles pour de vrai. Donc comment on se lance? Moi, de métier, je connais bien les plateformes d'engagement, donc toutes les plateformes sur lesquelles vous postez des missions de bénévolat. Je pense à France Bénévolat, Je veux aider.gouv, bénévoles.fr, tous bénévoles. C'est comment finalement je vais retranscrire cette fiche de bénévolat en interne en justement une mission qui va coller à la culture bénévole sur laquelle on a travaillé, de manière à attirer des bénévoles sur ces plateformes. Oui, parce que derrière, il faut que nous, on soit capable d'amener ça au niveau d'un bureau ou d'un CA, quoi, et de les entraîner là-dedans. C'est ça, exactement. Mais pour moi, les fiches de bénévolat, c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans les associations, par manque de temps, parce qu'on n'a pas trop envie de s'y confronter, parce que c'est quand même difficile à verbaliser toutes les missions qu'on met derrière ce rôle de président. Et du coup, d'avoir à se poser devant la feuille et à s'attaquer au sujet, c'est vraiment essentiel. Mais effectivement, il faut des outils, il faut être accompagné. Parce que finalement, cette feuille, par où on commence? Par quel bout on prend? Quelquefois, ça peut rappeler un peu le boulot. Alors, c'est peut-être pas forcément au niveau d'une association. C'est ça. Mais en plus, les fiches de bénévolat, je vous les montrerai, je montrerai l'outil quand on y travaillera, mais ça ressemble pas du tout à une fiche de poste telle qu'on a l'habitude d'aller voir dans les entreprises. Ça peut prendre plein de formes qui, justement, en fonction de la culture bénévole, va être différente d'une association à l'autre. Vous savez, parfois, ça prend l'image d'une carte mentale dans une association. Pour d'autres, c'est vraiment des points par point. J'ai eu des associations où c'était en diaporama. Donc, c'est vraiment hyper intéressant aussi de ne pas se limiter au format habituel tel qu'on peut l'envisager, l'imaginer, mais laisser libre cours finalement au travail collectif. Parce qu'il y a ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est à la fois d'avoir autour de la table le président, la personne qui vient de temps en temps dans l'association, celle qui a toute une responsabilité autour de la communication, par exemple, et une personne qui n'est pas venue depuis très longtemps, par exemple. Donc, ça peut être hyper intéressant aussi de confronter plein d'idées différentes, plein d'images différentes de l'association. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant dans la culture bénévole, c'est pas tant la culture bénévole en elle-même, mais c'est les écarts entre ce qu'il y a dans l'association, entre le président et typiquement le volontaire en service civique. Il peut y avoir des écarts qui sont parfois assez immenses. Et puis, ça peut être aussi entre la façon dont on voudrait être, l'association telle que je l'imagine, telle que je la rêve, telle que j'en ai une image qui peut être datée, parce que quand on est dans l'association depuis 10 ans, en 10 ans, elle a quand même évolué, l'association. Donc, on a peut-être une idée qui est un peu ancienne, qui est pas forcément en phase avec la réalité. Et quand on observe un petit peu, on voit qu'il y a un écart entre la façon dont j'imagine et la façon dont elle est perçue par l'extérieur. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant. Surtout dans nos associations, on a quand même la génération d'avant qui a créé et monté l'association, qui est un peu la génération d'après-guerre. Et merci à eux, hein, parce que quelque part, c'est grâce à eux aujourd'hui ça existe. Mais du coup, qui ne voyaient pas du tout l'association comme ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas facile, quoi. Ouais. Alors, une dernière petite question, c'est gratuit, hein, c'est l'inscription à Asso Bénévole Guide, enfin au lien là. Oui. Bénévolte, l'inscription est gratuite. Oui. Bénévolte, non? Ouais, alors Bénévolte, l'inscription est gratuite, mais vous avez une partie du site qui est en gratuit, donc certaines fonctionnalités, mais qui sont limitées.
Donc après, Oui, vous pouvez en fait, prendre un abonnement. ah oui, d'accord. Moi, je me place en association qui veut s'adresser à bénévoles pour obtenir des bénévoles. Là, par Ouais. contre, c'est pas gratuit. C'est Alors, différent. vous avez 3 missions gratuites, donc vous pouvez mettre 3 D'accord. missions en ligne. Par contre, vous avez que 24 heures pour répondre aux candidatures des bénévoles. Donc, il faut être au taquet. Et sinon, après, vous avez un abonnement. Et on a un abonnement pour la FAFA. Il faut faire un abonnement, tout à fait. On a pris un abonnement depuis longtemps déjà, mais c'est bien. C'est la troisième année. On est sur la troisième année, oui. Oui, oui. Je me rappelle, à Ah, l'époque, c'est j'étais quatrième encore année. jeune Quatrième support. année. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien, c'est un bon. C'est nécessaire parce que ça permet de toucher des gens qu'on ne touche pas. Parce que, Océane, tu évoquais tout à l'heure le forum associatif, mais quand tu es par exemple dans un comité de jumelage, pour moi, dans le forum associatif, tu recrutes plutôt des adhérents. Oui. Tu Ah, partages clairement. plutôt sur tes activités. Et même si je prends le jumelage du Chesnay, on va bientôt monter notre 50e anniversaire, je n'ai pas lancé un appel à bénévoles pour nous aider à monter le 50e anniversaire. Mm. Ce n'était pas objectif. Et je pense que c'est vrai pour mes autres collègues là, qui sont autour. On y va pour trouver des nouveaux adhérents, des gens qui seraient intéressés par nos activités. Alors que Bénévolte, pour citer la société où tu travailles, là, d'abord, on a une réflexion sur la mission qu'on veut confier. Moi, j'ai toujours la difficulté, c'est que je trouve qu'on est trop ciblé et Mm. que pour voir tous les bénévoles qui sont passés chez nous, cette nouvelle génération, ils sont plutôt mieux formés. On a souvent des gens qui sont bac plus 5 qui viennent postuler. Alors, on a des gens qui ont de l'expérience, qui n'ont pas des bac plus 5, mais qui partagent leur expérience. Puis, on a des gens qui sont tout frais moulus, sortis de l'école, 3-4 ans d'expérience, bac plus 5. Généralement, ils pensent vite et bien. Et eux, il ne faut pas leur donner un tunnel trop fermé. Parce que, Ouais. et quand on est sur la génération Y, il faut rapidement leur confier des responsabilités. Autrement, ils s'en vont. Donc, ça, c'est clair. Et la génération Z, encore plus. Voilà. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à mesurer la compétence. Il faut la sentir, il faut l'émerger, il faut la faire émerger. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais on se retrouve un peu dans du management. Et certains présidents, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi, ils ne sont pas en capacité de faire du management. Pas le cas de tout le monde. C'est un autre métier, le management, quand même. Pas de former, ça prend pas en claquant des doigts, quoi. Bah, ça peut être inné. Moi, je connais des managers, ils sont très brillants, ils ont pris de formation, mais j'en connais pas beaucoup. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, François, Eric. Oui, mais merci beaucoup, Océane, pour cette première séance de formation très, très vivante et très bien documentée, très, très riche. On sent, je vais utiliser le tutoiement, on sent que tu domines bien ton sujet et ça fait, voilà, voilà, on se laisse entraîner très facilement. J'ai pris plein de notes, donc Super. j'ai écrit beaucoup. Je suis désolé parce que le 3 octobre, je pourrais pas être présent parce que je serai en Allemagne à Cologne pour la session Eurochorus et donc je serai pas. Je regrette bien. J'espère que je pourrai. Je regrette bien parce qu'il va y avoir des travaux pratiques, donc ça c'est bien utile. Et je regrette bien de ne pas pouvoir y assister, mais j'attends le lien pour la vidéo pour pouvoir voilà après coup profiter de tout cet enseignement. Merci encore infiniment. Et c'est un début, François. C'est le début d'une longue série, j'espère. Super. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Françoise, Jean-Michel. Jean-Michel. Oui. C'est vrai que c'est un excellent éclairage simple que j'ai beaucoup apprécié. Alors, vous me faites plaisir. C'est un peu de reprise. Alors, reprenez les formations en ligne, mais ça donne envie. Moi, j'aime bien. C'est vrai. Ça donne envie de connaître comment on aborde les choses simplement. Françoise, ton micro est coupé, Françoise. Ton micro est coupé, Françoise. C'était ça, c'est pas. Ne dis rien, c'est ton micro est coupé. Vas-y, c'est bon, ça y est. Mais vas-y, Françoise, enfin. Je disais que c'était bien et je n'avais rien de spécifique à ajouter à ce qui a déjà été dit. Merci. Merci, Françoise. Madame Bombaron, que je ne connais pas, désolé, mais. Oui, bonjour à tous. En fait, je fais partie de l'échange franco-allemand avec Françoise. Je suis la secrétaire, en l'occurrence. Voilà. Et j'étais très intéressée par ce qui a été dit. Et j'ai trouvé tout ça très complet. Ah, vous êtes cool. Ça me fait plaisir ce que vous dites. J'avais très peur pour tout vous dire. Ce fameux sentiment d'illégitimité en me disant, oh là là, en plus, c'est des personnes qui sont dans l'association depuis bien plus longtemps que moi. Tout ce que je vais leur raconter, ils le savent déjà. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Donc, je suis très contente que ça vous ait plu. Vous êtes un auditoire très charmant. Non, mais agréable. En fait, on avait besoin justement de verbaliser. Et c'est ça qui est pratique parce que ça nous permet justement de réfléchir et de pouvoir se poser des questions, enfin les bonnes questions, parce qu'on est peut-être trop souvent le nez dans le guidon et on ne prend pas le temps de prendre de la hauteur pour réfléchir sur ces problèmes-là auxquels nous on est confrontés. Et puis j'imagine vous aussi, parce que si vous êtes là, c'est tous confrontés. Et donc voilà, c'est très 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 utile, c'est très très bien. Merci encore infiniment.
Ah bah, merci à vous tous. C'est vrai que le bénévolat, c'est un sujet qui est source de beaucoup d'angoisse pour ceux qui en ont la gestion, parce que c'est souvent un des sujets qu'on doit traiter, et c'est souvent le sujet qui passe un petit peu à la trappe, parce que bon, il y a toujours plus urgent, et en même temps, c'est le sujet derrière lequel on court toujours. Et du coup, une bonne fois pour toutes, de s'interroger, d'interroger aussi les bénévoles, les membres de l'association autour de nous. Je pense que c'est essentiel, parce que ça permet aussi de les valoriser. Donc on fait d'une pierre deux coups. Non seulement on travaille sur la question, mais en plus on valorise les personnes en leur disant, bah, je suis en train de travailler sur le bénévolat, tu es le mieux placé pour y réfléchir avec moi. Et du coup, la personne, ce qu'elle entend, c'est, ah bah tiens, j'ai de la valeur dans l'association, j'ai de la valeur pour le président qui me pose la question. Et du coup, c'est très, très intéressant, tout ce que je vous raconte là, d'arriver à le retranscrire et tous les exercices qu'on va faire sur les prochaines sessions, de les refaire vraiment en interne et aussi avec les personnes auxquelles vous ne pensez pas forcément. Tous ces bénévoles qui se sont un peu échappés au fil des années, on ne sait pas trop comment les remobiliser. Ben voilà, ça c'est une bonne excuse pour aller les chercher et aller justement interroger bah, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est perdu de vue. Parce qu'un bénévole qui à un instant T est allé jusqu'au bout du processus, bah, il n'y a pas de raison qu'à l'instant T+1, bah, il ne soit pas toujours intéressé par l'association. Il faut oser aller le chercher, aller l'interroger. C'est ce qui fait progresser aussi toutes les questions, tous les questionnements qu'on a et la construction autour du bénévolat. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci. Je pense qu'on peut conclure cette réunion si vous n'avez rien à ajouter. Vraiment, je vous invite à prendre contact avec moi par mail ou par LinkedIn ou si vous arrivez à me trouver quelque part dans Nantes, accostez-moi. Mais toutes les questions de bénévolat, c'est un peu, c'est vraiment la chose qui me passionne. Donc, si vous voulez discuter de votre structure à vous, de votre problématique spécifique, n'hésitez pas à me solliciter. Je n'ai pas toutes les réponses, bien sûr, mais je pense que je peux donner au moins quelques pistes. Toi, tu seras pas au congrès de la FAFA Océane. Tu m'avais dit que c'était quelle date? Je crois que ça tombait pile. C'est du 20 au 22 octobre. Je crois que c'était pile une date où j'étais en déplacement. Ah, peut-être. Je me souviens qu'on en avait discuté, il faudrait que je regarde. Mais ça pourrait être intéressant. Je vais regarder pour la date, mais on en reparle. Oui, pas de souci. Parce que c'est vrai que se rencontrer en vrai, c'est quand même plus simple. Oui, puis là, il va y avoir, on a des espaces d'échange de prévus au congrès, de networking, et c'est assez intéressant. Ouais. Vraiment. Bon, messieurs, dames, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Merci encore, Océane. Ouais, merci. Merci à vous tous. Merci à toi, Jean-Michel, à toi aussi, Raymond, pour toutes ces choses que vous nous permettez. Moi, j'y suis pour pas grand-chose. Auxquelles vous nous permettez d'assister et de participer. Ça, c'est un bien inestimable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. À très bientôt. Bonsoir. À très bientôt, François. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.